ben maintenant, il dit: «Je veux juste être meilleur». Pas être meilleur, tu sais, au niveau des résultats, mais si je suis une meilleure personne, ça veut dire que je suis un meilleur frère, je suis une meilleure sœur, je suis un meilleur partner, je suis un meilleur leader, je suis un meilleur cadet. Puis en étant meilleur, je peux influencer les gens autour de moi de façon positive et les aider à devenir meilleurs. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Épisode 104, le contexte militaire américain, la relation entraîneur-athlète et la stratégie nationale de santé mentale avec Lara Pomerleau-Fontaine, étudiante au doctorat. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Temps d'arrêt, eh bien, c'est de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et la science du coaching. Parce que ma mission personnelle est de contribuer à la performance et au bien-être de tous les entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça à travers le podcast d'un côté, mais aussi toutes mes tâches quotidiennes comme conseiller ou professeur à l'Université d'Ottawa. Si tu es un ou une nouvelle auditeur-trice de Temps d'arrêt, eh bien, je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de Temps d'arrêt, eh bien, je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant à un ami Be a friend, tell a friend, comme ils disent en anglais. Ça prend 5 secondes et ça va contribuer au développement positif du système sportif et du monde autour de toi. D'ailleurs, en termes d'annonce, je vais juste vous dire à tout le monde qui écoute que bientôt, on va changer un petit peu l'identité visuelle de Temps d'arrêt, soit dans les introductions, la couverture. Ça va être similaire, ça va être encore sous un thème de verre, mais il va y avoir un petit changement qui s'en vient, donc restez à l'affût. Ça va arriver dans 3 ou 4 épisodes. D'ailleurs, pour l'épisode d'aujourd'hui, je crois que ça va être très intéressant pour tous les entraîneurs et toutes les personnes qui ont un rôle d'intervention à jouer, que ce soit en préparation mentale, préparation physique, etc. Parce qu'il y a plein de petites merveilles, gracieusetés de Lara à travers l'épisode. Au début, on parle de son expérience et l'importance de la relation entraîneur-athlète. Au milieu de la conversation, on parle de son stage avec l'armée américaine à West Point. Et puis, on termine la conversation avec son commentaire et son avis sur la stratégie nationale en santé mentale. On parle de tout ça parce que mon invité, Lara Pomerleau-Fontaine, est une étudiante de 3e année au doctorat en sciences de l'activité physique à l'Université de Sherbrooke. Ses travaux de recherche se concentrent sur la santé mentale des athlètes en développement au Québec et elle mène ses études en collaboration avec des organismes partenaires tels que Plan de match, l'Institut national du sport et la Fondation Aléo. En parallèle de ses études, elle exerce son métier de consultante en performance mentale et a acquis une expérience significative en travaillant avec des athlètes évoluant notamment au niveau collégial, universitaire, U-Sport et dans la NCAA Division 1, ainsi que dans le milieu semi-professionnel. Elle a aussi acquis de l'expérience en travaillant avec l'armée américaine à l'Académie militaire de West Point, où elle a eu l'occasion de collaborer aussi bien avec des cadets qu'avec des musiciens professionnels. Donc, tout le monde, je pense que ça met la table pour une conversation qui va être très, j'ai le mot révélatrice en tête, même si ce n'est pas exact, mais vous allez voir, il y a plein de petites merveilles en cours de route. Alors, je vous invite à l'écouter avec votre téléphone, votre bloc-notes d'ouvert, votre crayon pas trop loin, parce qu'il y a à peu près 9 à 10 actions concrètes qu'on peut prendre au quotidien dans notre travail. Et puis, moi, même, ça va m'aider dans mon travail. Alors, je pense que ça va être bénéfique pour tout le monde. Là-dessus, merci encore d'être avec nous et avec moi pour l'épisode 104 de Temps d'arrêt. Et là-dessus, je vous dis bon podcast. Toi, Lara Pomerleau-Fontaine, Ouais, comme pourquoi la relation entraîneur-athlète? Comme tu aurais pu étudier n'importe quoi. ouais. Qu'est-ce qui est venu te fasciner là-dedans? Ben, c'est sûr que le tout, ça part de mon expérience personnelle. Tu sais, je suis une ancienne athlète de basketball, puis j'ai été dans un environnement, tu sais, quand je suis arrivée au cégep, j'étais pas la j'ai jamais été une all-star. J'ai toujours été l'athlète qui travaillait plus fort. Puis j'ai eu la chance de vraiment me développer, au niveau du cégep, parce que j'avais un entraîneur, en fait, qui m'a vraiment poussée, qui m'a donné ma chance. Puis ça a vraiment pas été facile, mais j'ai vraiment aimé le type de relation qui a été établi au niveau de la proximité, des objectifs. Puis il y avait vraiment une vision. Tu sais, tantôt tu parlais, c'est important le leadership, vision, culture, mais il établissait une vision puis une culture dans laquelle que je croyais grandement. Puis cette vision, cette culture-là n'était pas seulement misée sur, les réussites de performance, tu sais. Hmm. Oui, évidemment, ça l'influençait, mais une raison pourquoi qu'il m'avait donné ma chance, c'est que je travaillais fort, puis lui, il voulait des athlètes qui travaillaient fort. Est-ce que j'avais ma place initialement?
probablement pas parce que je tirais un peu de la patte, tu sais, j'arrivais d'une division 2, tu sais, c'était pas, tu sais, j'étais pas dans l'équipe du Québec, là, vous comprenez? Tu comprends ce que je veux dire? Mais à force, j'ai persévéré, il m'a donné ma chance, il a vu que je voulais les individuels, les entraînements, puis on dirait que cette proximité-là, justement, d'objectifs communs m'a permis, me motivait intrinsèquement à continuer, en fond, là. J'y voulais Ouais, tellement, là, j'en mangeais, je voulais juste ça, puis je voyais cet objectif-là de surpassement de soi ou de l'équipe aussi, là, tu sais, je veux dire, parce que plus que tu travailles fort, plus que les autres travaillent, tu sais, ça a un effet de boule de neige un peu. Puis ça, c'est quelque chose qui m'interpellait beaucoup en tant qu'athlète, puis en introspection, c'est ça qui m'a motivée puis qui a fait pourquoi j'ai autant aimé le basket. Puis c'est à cause de cette relation-là. Bien évidemment, le coach, avant que j'arrive, il y avait une culture qui avait établie, mais la relation qu'on a développée au fil des années, ça l'a été, ça c c tu sais, quand tu as un but commun, puis que tu travailles ensemble vers un but commun, ça m'a vraiment aidé à me surpasser individuellement puis athlétiquement, là. Fait que mmh, puis, j'ai eu d'autres coachs, au contraire, que l'objectif était beaucoup plus de performance. Puis là, je me suis perdue là-dedans. Tu sais, ça a eu comme effet que je voulais tout le temps moi, j'avais un perfectionniste, là. Tu sais, on s'en OK. était déjà parlé, je voulais vraiment être parfaite. Puis tu le sais, là, tu sais les stats de la NBA, de la WNBA, mais pour toi, c'est différent parce que justement, j'étais pas une all-star, je travaillais plus fort, mais c'était pas tant valorisé. Fait qu'il fallait que je performe. Tu sais, fallait que j'aille mes stats, fallait que je sois encore plus en forme, fallait que j'ai cours mes kilomètres. Tu sais, on fallait courir en 1,6 kilomètres en 6,30, je pense, comme test. Tu sais, fallait c'était plus au niveau du développement, mais c'était juste ça. Tu arrives là, c'est là que tu fais. Puis c'est correct dans un sens, mais vu que l'accent était tellement mis sur la performance, puis pas autant sur le développement, tu sais, du processus, tu sais, c'est correct, tu sais, mettons, c'est correct de ne pas être parfait tout le temps, mais de continuer puis donner son 100. Vu que c'était pas valorisé, moi, ça a eu un effet vraiment sur tu sais, ça m'en des doutes. Tu sais, à un moment donné, tu sais plus comment contribuer, tu sais plus quoi faire pour y arriver, tu sais? Parce qu'évidemment, tu peux pas shotter, pour 80 tout le temps, là, tu sais, je veux dire. Puis moi, je suis une shooter, fait que j'accordais beaucoup trop de résultats, ben, d'importance sur le résultat que le processus. Puis c'est là que évidemment, le perfectionniste, des doutes envers tes capacités, d'une diminution de motivation arrive aussi. Fait à travers cette carrière-là, tu sais, c'est là que je voulais en prendre, tu sais, un peu. Là, je le sais un peu, je comprends un peu plus les composants, mais quand tu es dedans, tu le vois pas, tu sais. Mmh. Fait que c'est un peu ça, en fait. Je suis convaincu que si on parlait à ton entraîneur de l'époque aujourd'hui, il dirait que je l'ai pas mis sur le terrain juste à cause de ça, juste parce qu'il travaillait fort. Parce qu'il fallait quand même que tu aies rapport sur le terrain. Mais ce qui est Ouais, intéressant pour moi dans ce que tu viens de dire, c'est comment est-ce que tu sais, cette personne-là, elle a valorisé l'effort. ouais. Puis là, en valorisant l'effort, ça fait que le niveau d'effort global augmente justement, tu sais, à l'intérieur de l'équipe. Ce qui est particulièrement important, c'est d'essayer de bâtir une culture. Et là, je suis content que tu m'aies ramené sur ton expérience d'athlète parce que j'essaie de faire mes devoirs quand je Oui, me prépare pour des conversations. Ça, c'est une chose que le doctorat m'a appris là, mmh, parce que je faisais pas mes devoirs avant. Il n'y a c'est personne qui me correct. croit quand je dis ça. Moi non plus. Mais si je peux me permettre la traduction libre d'un article que je pense que tu as écrit à la fin de ta carrière universitaire, euh, la citation va ainsi. Une chose que les gens ne réalisent pas, c'est que le fait d'être un athlète va au-delà de ce qui se passe sur le terrain. Mmh mh. Cela fait de vous la personne que vous êtes, cela vous aide à développer des compétences de vie et devient une partie intégrale de votre existence même. Pendant mon temps en tant qu'athlète, là, c'est toi qui parles, j'ai surmonté de nombreuses blessures qui m'ont fait reculer et failli me faire arrêter de jouer. C'est la force mentale et les compétences de vie que j'ai Mmh. apprises en chemin qui m'ont permis de continuer à jouer et qui ont conduit à mon meilleur souvenir de ma carrière de basketball. Mmh mh. Parle-moi un peu de ce que tu essayais de dire derrière cette citation-là, puis le début de cet article-là. C'est, c'est pas un tu sais, tu as vu, tu sais, surtout à l'université, c'est pas un c'est pas un secret, là, j'ai été grandement blessée durant ma carrière universitaire. J'arrivais d'un programme, tu sais, 3 ans collégial, puis, tu sais, ma première année, j'étais, je pense, 16e sur un roster de 15, là. Tu sais, j'étais même pas sur le roster, puis j'ai fini une des 2 joueuses qui on est dans le fond, on s'est déplacé de division 2 à division 1 durant le cégep. Puis le coach a gardé 2 joueuses pour notre dernière année pour faire la transition, puis j'ai été sélectionnée, puis j'ai été nommée capitaine. Fait que, tu sais, j'ai vu en 3 ans, j'ai comme eu une ascension quand même assez, que je suis quand même assez fière honnêtement, là, parce que j'ai vraiment travaillé fort, puis je suis arrivée à l'université, puis l'ascension n'a pas été comme ça. Tu sais, on dirait que j'arrivais à l'université, j'étais comme: «OK, c'est passé, je suis prête, je suis en forme, je sais où est-ce que je m'en vais». Première année, j'ai eu une commotion qui a duré 3 mois.
Hem, puis quand je suis revenue, il y a une fille qui, première pratique, elle m'a fait un écran, puis ma joueuse, elle me l'a pas callé, qu'on dit, là. Ça veut dire qu'elle m'a pas averti qu'il y avait un écran. Je suis rentrée dedans, j'ai recommencé à avoir des maux de tête, fait que là, j'ai manqué le restant de ma saison. Deuxième année, je suis revenue, j'étais encore tu sais, j'avais fait le travail, puis je pense que c'était avant Noël, je me suis foulé la cheville 3e degré. J'ai été off pendant ma deuxième, puis là, ma troisième saison, je suis revenue, puis j'étais sur la rotation et cetera. Fait que c'est pas, je pense que ce que je voulais dire, cette citation-là, c'est que, tu sais, je m'étais dit: «OK, je me suis battue collégiale, tu sais, je suis passée de là à là, je l'ai fait, j'ai développé». Tu sais, je me suis développée athlétiquement, mais aussi en tant que, tu sais, mes habiletés de capitaine, de savoir un peu où est-ce que je veux m'en aller, qu'est-ce que je crois, c'est quoi mes forces et cetera. D'arriver dans un autre contexte aussi qui était particulièrement, tu sais, je suis déménagée en Ontario, là, fait que la culture du moins est différente qu'au Québec. Hem, puis à naviguer ces blessures-là, il y a des fois que, tu sais, tu te le poses la question, là. Tu sais, après la deuxième fois, là, ma 3e degré, là, il y a personne qui comprenait pourquoi on m'avait mis dans une botte pendant 6 semaines, ça avait pas marché. Tu sais, tu te poses des questions un peu, là, tu sais. Mhm. Puis je pense que c'est exactement qu'est-ce que j'ai appris pendant mes années collégiales, puis rendu à l'université, j'étudiais la psycho du sport, j'ai fait mon bac là-dedans. OK. Fait que là, tu apprends un peu, tu dis: «Oui, j'ai le perfectionniste qui arrive, faut que je me prouve», mais apprends un peu à relativiser aussi. Fait que, tu sais, c'était un peu je naviguais un peu tout ça, d'apprendre que c'est correct que ça soit pas ça. Tu sais, mais ça fait partie de la vie parce que ça, c'est la même chose que, tu sais, tu as fait un doc, tu le sais, là, des fois ça va bien, puis un moment donné, ça va pas. Tu pas que ça va pas, mais tu sais, c'est pas comment tu C'est voudrais, pas c'est linéaire, un correct. C'est doctorat, pas ça va pas, c'est ça se passe pas non, exactement comme c'est non. prévu chaque semaine de la vie. C'est ça que tu apprends très rapidement. Fait que, tu sais, mais tu sais, là, on utilise le doctorat parce qu'on a ça en commun, ben, dans Ouais. n'importe quoi. Fait que je pense qu'en apprenant, tu sais, j'avais pas une aussi bonne compréhension des habiletés mentales que j'ai aujourd'hui, je dirais. Mmh. Mais avec qu'est-ce que j'avais à l'époque, qu'est-ce que j'étudiais, tu sais, c'est toute une question de perception, hein. Ça serait facile à dire de sortir d'une carrière universitaire. C'est vrai, j'ai fini ma carrière universitaire, puis j'étais pas la all-star de l'équipe. Tu sais, je pense que j'étais la 6e sur tu sais, j'étais même pas sur, l'alignement partant. Mais comme j'ai dit, tu sais, j'étais pas une all-star, j'étais quelqu'un qui travaillait puis qui aimait mon sport. Fait que quand j'ai comme mis l'emphase là-dessus, beaucoup plus sur ma 3e année au long, ça avait comme eu un déclic pour moi. Tu sais, c'est pour ça que je joue au basket, mais c'est facile de dire d'un point de vue extérieur, tu sais: «La fille est pas all-star». Tu sais, la fille, Mmh. puis c'est vrai, tu sais, ils ont raison, là. Mais c'est pas pour ça que j'ai joué au basket, tu sais? Mais en même temps, c'est correct. Tu sais, dans le sens Ouais. que pourquoi être obligé d'être un all-star comme tu peux être un capitaine d'une équipe, être sur la Mmh. rotation. Dans mon cas, capitaine de l'équipe, j'étais un partant parce qu'il y a 12 partants défensifs, fait qu'il y a plus de chance un petit Mmh. peu, mais tu sais, que j'étais une vedette loin de là, tu sais, en bout de ligne, pourquoi cette nécessité-là? Tu sais, en bout de ligne, je pense que ça t'a amené beaucoup de choses très positives. Puis tu sais, tu disais dans les choses en commun, oui, faire le doctorat, mais aussi déménager en Ontario pour faire des études Ouais. universitaires. Tu sais, à partir de Saint-Georges-de-Beauce pour aller à l'Université d'Ottawa, il y a des Ouais. petites différences Ouais. culturelles entre les deux régions. Puis Ben tu sais, oui. juste dans le vestiaire franglais, là, si on veut, à l'Université d'Ottawa, parce que c'est comme la moitié de l'équipe est francophone, la moitié est anglophone aussi, ça amène d'autres dynamiques. J'imagine qu'à l'Université Laurentienne, c'est justement pas la même culture non plus. Mais là, justement, tu dis que tu n'avais pas les connaissances que tu as Mmh. aujourd'hui à l'époque. Moi, je serais curieux de savoir, comme si tu avais à retourner en arrière, puis soit à parler à ton coach ou parler à la jeune Lara, Mmh. euh, de un peu toute l'expérience des blessures et négocier avec tout ça. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Ou qu'est-ce qu'on peut peut-être retenir, justement, de dire, Mmh. hey, dans la gestion des blessures, là, comme des fois, on passe à côté de la traque de ce côté-là. Puis je suis pas en train de dire que ton coach ou le monde à l'époque autour de toi, on passait à côté de la traque. C'est hein, on savait pas mieux ou on sait pas mieux, on s'améliore d'année en année. Moi, je serais curieux de savoir, comme, tu sais, si tu regardes justement en arrière, comme, qu'est-ce que tu dirais à toi-même et ou euh, comment tu changerais un peu la gestion de toutes ces blessures-là? Mais je pense que moi, personnellement, je pense pas qu'à l'époque, dans le contexte que j'étais, j'aurais pu avoir je pense que j'ai réagi du mieux que je pouvais, entre guillemets, Mhm. parce que je trouve que, tu sais, premièrement, qu'est-ce qui était, tu sais, à Laurentienne, les frais de physiothérapie sur le campus, ils étaient pas couverts. Fait que ça, c'était vraiment en tout cas, on avait eu je pense qu'il y avait une ancienne physio, je sais pas, qui avait tu sais, accepté de nous prendre, mais au début, ça m'avait créé un stress, là. Ben Tu sais, oui. mettons 120 la session. Tu sais, oui, je suis sur un scholarship, mais les frais de scolarité en Ontario, mais tu sais très bien, sont le triple qu'au Mhm. Québec.
Tu sais, moi, Mmh. je m'endettais en allant là-bas, tu sais, fait qu'il y avait tout l'aspect financier, tu sais. Fait qu'en introspection, j'ai été chanceuse de trouver cette physio-là qui m'a pris sous son aile gratuitement, puis je suis vraiment reconnaissante à ce jour. Mais pour revenir à ta question, c'est vraiment l'accompagnement des blessures qui était juste pas nécessairement présent, tu sais. Qu'est-ce qu'on découvre au niveau des blessures, c'est que premièrement, il y a plusieurs, tu sais, il y a plusieurs phases, right? Tu sais, quand tu as ta blessure, tu as une réaction à la blessure. Il y a des athlètes qui peuvent être dans le déni un peu, là. C'est-à-dire, «Ah, tout va bien aller», tu sais, même si tu as un ligament croisé, il y a pas de diagnostic, tout va bien aller. Déni ou positif, ça dépend. Il y a des athlètes, tu sais, Ouais. dépendamment de l'expérience. Puis il y en a d'autres qui le savent, là. Fait que, tu sais, il y a comme déjà un deuil qui commence à se faire, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus positifs. Mais quand tu as ton diagnostic, là, il y a un autre cheminement émotionnel, que c'est comme: «OK, mais je suis out pendant 6 mois. Je suis out pendant, je sais pas moi, 1 mois». Puis moi, c'est à ce niveau-là que j'ai un peu eu, de difficulté parce qu'on me disait tout le temps que c'était pour être 4 semaines, 1 mois, Mmh. puis là, c'était 2 mois, puis là, c'était 3 mois. Puis là, pour ma commotion, je suis revenue, mais là, c'était un autre mois. Tu sais, là, ma cheville, c'était 4 mois. Mais c'était comme pas, fait qu'il y avait pas de plan. Hem, J'avais personne vraiment pour qui parler parce que c'était un service qui était pas offert. Tu sais, maintenant, en tant que consultante, si j'ai un athlète qui se blesse, bien, on va faire un plan. Tu sais, c'est quoi tes objectifs? On va inclure de l'imagerie, de réadaptation, je pense que ça serait Mmh. la traduction en Ouais. français. Hem, Inclure c'est quoi ton nouveau rôle dans l'équipe, parce qu'on veut pas seulement que tu sois, tu sais, assis sur le côté. Y a-t-il une façon que tu peux contribuer? OK, d'un plan de physique, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux pas faire? Puis à partir de là, de vraiment créer un plan complet pour que l'athlète puisse d'un certain, oui, c'est pas l'amélioration, puis être sur le terrain de basketball ou le terrain de football ou peu importe, mais qui lui donne un certain sentiment de contrôle puis d'accompagnement à l'athlète, tu sais. Puis moi, j'avais pas accès à ça. Fait que je faisais de mon mieux avec qu'est-ce que j'avais. Puis tu sais, une commotion, c'est rough, là, tu sais, au début, tu peux même pas sortir, hein, tu sais, je veux dire, j'avais Ouais. vraiment mal à la tête. Fait que le sentiment d'isolation. Fait que tu sais, je pense que je pense que j'ai fait du mieux que je pouvais, mais je pense que si ça serait à refaire, puis j'avais accès à un service, tu sais, à une équipe de suivi au niveau psychologique, puis pas nécessairement psychologue, tu sais, ça m'a pas j'ai pas, tu sais, oui, il y a un sentiment d'isolement, puis un sentiment de, tu sais: «Oh mon Dieu, je veux revenir, tu sais, je veux pas perdre ma place», mais c'était pas vraiment au niveau clinique, mes symptômes, c'était vraiment plus des émotions qui sont normales à la suite d'une blessure, mais j'aurais aimé avoir un accompagnement un peu plus prémental, mettons, tu sais, juste pour me rappeler que j'ai toujours ma place, tu sais. Ouais. Et autant un accompagnement en réhabilitation, comme tu dis, ce qui devrait être attendu, mais après ça, comme tu dis, un accompagnement en préparation mentale. Parce qu'il y a un élément qui me saute aux yeux quand tu parles un peu de ton contexte, c'est que non seulement tu t'es blessé, après ça, tu n'es pas dans la même province, mais tu es loin de ton système de soutien Mmh. personnel. Tu sais, où est-ce que ta famille, tes amis de cégep, Mmh. d'enfance, etc., sont pas là. Puis ça me parle quand même un petit peu parce que je me suis cassé la jambe justement ma première Ouf, OK, année. ouais. Tu sais, puis justement, c'est comme, ben, tu es un peu dans le no man's land. C'est pas comme une commotion où est-ce que tu sais, il faut que tu t'isoles, puis en même temps, il faut que tu diminues ton exposition. Là, puis là, je sais que ça a changé peut-être un peu plus depuis Mmh. l'époque. On pourra parler à un médecin par Ouais, rapport c'est à ça ça. dans quelques épisodes. Mais bref, je pense que c'est quand même important de contextualiser. Puis ça, en tant que coach, il faut en prendre conscience, de dire, OK, hey, j'ai une Lara, j'ai une Valérie, j'ai une Isabelle dans mon équipe, mais ben, Isabelle, elle est à 5 minutes de sa famille. Fait qu'elle, une blessure, ça va peut-être moins Ouais. l'affecter et où elle a plus de soutien, puis elle va continuer à se faire à manger ou du moins avoir la bouffe de ses parents, versus Lara qui est à plusieurs heures de route de Magog, puis que là, elle n'a pas le soutien direct. Fait que là, elle a peut-être besoin de plus de soutien en préparation mentale ou même juste de soutien de dire, hey, envoyer un message, tu sais, pour lui demander: «Hey, comment ça va?» Puis tout ça, c'est plus important peut-être que d'autres. Pas que les athlètes sont plus importants que d'autres, mais il faut adapter ce qu'on va faire en Ouais. fonction de ça, parce qu'il faut être conscient du contexte de notre athlète. Puis je pourrais pas être plus en accord avec toi, Frank. Tu sais, je pense justement à ma première année, là, au début, là, tu sais, moi, j'avais une de mes amies qui était allée à Carleton, puis elle me disait: «Faut que tu te laisses 1 an». Tu sais, elle dit: «Tu déménages, laisse-toi 1 an d'adaptation». Fait que, tu sais, ben, même après, là, tu sais, c'est une autre langue. Tu sais, oui, je parlais anglais, mais j'étais pas aussi fluide que je le suis aujourd'hui, tu sais. Fait que tu avais la barrière de langue. Heu, L'université Laurentienne, Sudbury, c'est très beau c'est très beau durant l'été. L'hiver, il fait très froid. Il fait très froid, c'est pas particulièrement beau non plus. Fait que tu sais, tu es comme dans cette ville qui fait froid, que tu connais personne. Tu sais, c'est Mmh. comme tous des facteurs. Puis justement, ta relation de proximité avec ton coach n'est pas nécessairement encore développée parce que tu es Mmh. une première année. Tu sais, c'est
une relation coach puis athlète, ça se fait pas comme ça, là. C'est normal que ça prenne du temps et qu'il faut des pratiques, qu'il faut Ouais. des événements hors contexte de sport pour un peu interagir puis apprendre à connaître les uns et les autres comme n'importe quelle relation interpersonnelle, dans le fond. Fait que c'est c'est sûr que d'avoir eu un peu plus de soutien de cette façon-là, j'en aurais bénéficié 100. Mais en même temps, tu sais, je pense que les coachs font du mieux qu'ils peuvent à l'époque, mais il faut le souligner 100. Là. Fait que, moi, ce que je comprends de ton parcours universitaire, c'est que Mmh. tu as été une guerrière. Fait qu'on va faire un lien direct avec ça, si tu vois ce que je m'en vais. Mais bref, tu sais, je suis d'accord avec toi, mais je trouve ça juste drôle de le dire comme ça. Tu sais, Absolument. Je vais le prendre. bravo Je vais le prendre. bravo d'avoir fighté à travers ton parcours universitaire parce que c'est quand même pas facile, puis c'est plus facile qu'on pense abandonner après les blessures, puis je pense Mmh, que plus le temps avance, plus je m'en rends compte. Mais là, tu sais, la blague avec le côté guerrière, c'est que une des choses qui est arrivée justement à la suite de ta carrière ouais, universitaire, c'est que tu es allé faire un stage avec l'Académie militaire de West Point aux ouais, États-Unis. Hem, Peux-tu me raconter comment une fille de Magog, ouais. qui a fait ses études à l'université Laurentienne, pas puis c'est en admiration que je dis ça, bien entendu, se ramasse ou en Mmh, vient à faire un stage avec l'Académie militaire américaine de West Point, qui est, si je ne me trompe pas, puis corrige-moi si c'est le cas, puis peut-être mets-moi en contexte, qui est l'académie militaire la plus prestigieuse aux États-Unis. ouais, Puis on le sait que pour nos amis, nos voisins du Sud, les Américains, l'armée, c'est quand même important. c'est Donc, c'est quand même quelque chose. D'où est-ce que ça vient? Comment est-ce qu'on en vient à faire un stage avec l'Académie militaire américaine de West Point? hem, un des recherches et un concours de circonstances, je devrais dire. Parce que, tu sais, moi, j'ai fait ma maîtrise durant la COVID, hein. Fait que ça fait que j'ai pu graduer, évidemment, parce que c'était une maîtrise en ligne. Donc, tu sais, ton projet de recherche, tu peux faire, tu sais, tous tes entretiens et cetera. Mais je voulais aussi obtenir ma certification pour devenir une consultante en performance mentale. Mais bref, mes interactions avec les athlètes ou mes opportunités de pratique étaient très limitées pendant la COVID, comme tout le monde. Donc, quand j'ai commencé mon doc, après ma première année de doc, j'avais mon été, puis je m'étais dit: «Je veux aller me chercher une formation». J'avais eu la chance de commencer à faire des stages auprès d'équipes, en Estrie et tout. Puis je dis: «Je veux vraiment aller me chercher une opportunité de formation en fait, un peu hors de l'ordinaire». Mais pas hors de l'ordinaire, mais je voulais vraiment essayer d'aller trouver quelque chose qui sortait de l'Estrie du moins. Donc, j'ai envoyé des courriels à tout le monde. Tu sais, je connaissais le consultant de performance mentale, de l'équipe de baseball à New York. Fait que j'allais consulter, j'ai envoyé un courriel, je fais genre: «Est-ce que tu veux une stagiaire?» Il pouvait pas, fait que j'ai dit: «OK». Je connaissais, j'ai regardé les académies, puis j'avais contacté, l'académie IMG qui est en Floride. Je sais pas Mhm, si tu connais? mhm, Puis j'ai une rencontre avec, puis mais dans le fond, on m'avait recommandé parce qu'ils prenaient des stagiaires entre-temps. Puis là, finalement, j'ai une rencontre avec, la personne en charge, puis elle m'a dit que non, ils prenaient plus ils prenaient plus de stagiaires. Fait que j'ai continué mes recherches, puis finalement, cette personne-là, en collaboration avec une autre personne que j'avais contactée, aux États-Unis, m'a envoyé, une description de stagiaire qui était à la recherche à West Point. Fait que j'ai complété l'application, puis j'ai eu mon entrevue avec, c'était Dr. Longshore puis, Dr. Shoemaker qui était là à l'époque. Fait que puis je l'ai eu. Ça a été un concours de circonstances et je veux dire, tu sais, ça a été du travail, là, trouver ces opportunités-là, tu sais, j'y passais beaucoup de temps, mais c'était vraiment 2 personnes que j'avais contactées qui ont vu pardonnez-moi pour l'anglicisme, mais le posting mhm. sur LinkedIn, puis ils me l'ont envoyé, puis j'ai appliqué, puis, j'ai été sélectionnée. Fred VanVleet, il serait fier de toi, hein, parce Ouais. qu'il tu sais, il dit shoot your shot ou shoot or shoot, ou tu sais, Mmh. comme moi, c'est ce que j'entends un peu dans ce que tu me dis, tu sais, où est-ce que comme tu as décidé de faire ta chance, puis tu as juste tenté, puis tu as été capable d'aller Mmh. là. Puis là, au-delà de ton essai, puis de ton parcours d'en arriver là, tu sais, moi, honnêtement, je suis curieux d'en savoir plus là-dessus parce que je pense qu'on peut en apprendre beaucoup du Mmh. contexte militaire. Puis je suis Mmh. chanceux parce que j'ai de la famille qui était dans le milieu militaire, quand même à un bon niveau. Puis je pense que des fois, soit on va avoir, une image cynique un peu ou sinistre, parce que bref, sombre, Mmh. du militaire pour différentes raisons, ou des fois on va très glorifier. Puis ce qui est ressorti un peu dans nos conversations avant qu'on se parle Mmh. aujourd'hui, c'est que, tu sais, en bout de ligne, ces personnes-là, ils ont peur, sont vulnérables, puis Mmh. ils ont des faiblesses comme nous autres. Puis je pense qu'on peut en apprendre beaucoup de ça. Fait que là, je serais curieux de savoir comme parle-moi donc un peu du moment où c'est que tu as réalisé justement que, un c'était pas un endroit comme les autres,
puis 2 que ces gens-là étaient peut-être pas si différents que monsieur, madame, tout le monde, mais la façon dont ils vont approcher les choses, c'est quand même différent. Fait que bref, je suis curieux de Ouais. t'entendre parce que pour moi, ça me fascine. On peut je suis sûr que un, ça devait être vraiment différent comme endroit, puis 2, je pense qu'ils sont peut-être plus similaires qu'on pense, mais ils vont réagir Mmh. différemment aux obstacles peut-être? Fait que bref, je suis curieux de t'entendre là-dessus. 100. Mais je pense que je vais mettre un peu en contexte, tu sais, l'académie militaire de West Point, c'est aussi une école, hein. Fait que c'est une école où que il y a on m'a informé qu'il y avait 14 000 personnes qui appliquaient par année, puis ils en choisissent 1 400. Fait que quand que tu vas à West Point, tu fais ton training militaire, mais tu vas aussi à l'école. Puis en plus de ça, tu as les attentes qu'il faut que tu fasses partie, que tu fasses du sport. Fait qu'il y en a qui font partie de la NCAA Division 1, parce que ça, c'est différent qu'au Canada, hein. Au Canada, U-Sport, mais tu sais, si on y va dans OUA ou par exemple RSEQ, ils n'ont pas encore, du moins à ce jour, des équipes dans les académies militaires. C'est deux cycles, deux systèmes sportifs qui sont différents. Tandis qu'aux États-Unis, c'est comme tout est ensemble. Mmh. Fait que ça, quand tu entends ça, tu sais, puis j'avais lu avant, tu sais, que c'est une tradition, ça fait plus de 200 ans que ça, 220 ans que ça existe, etc. Donc, ça, on dirait que j'étais comme, faut quand même, ça doit quand même être intense. Tu sais, ça doit être quand même intense de faire ça. Puis on s'entend que, tu sais, ils ont pas le cégep là-bas, fait que la majorité, ils finissent à 18 ans, tu sais, quand ils arrivent à West Point. Puis on avait fait, nous, on était là durant l'été, puis durant l'été, il y a une journée que ça s'appelle Art Day, Reception Day. Puis c'est là que les premières années, dans le fond, arrivent à West Point. Puis c'est vraiment, en 24 heures, ils cassent. Tu sais, mettons, par exemple, les gars, t'arrives, OK. fait que tu vas A, B, C, ils te rasent les cheveux, puis t'es un, t'es un soldat maintenant, puis après, ils te montrent, il faut que tu tiennes tes mains comme ça, puis c'est vraiment toute une, c'est une transformation, là. Tu fais un 180 dans ta vie. Puis nous, on avait fait une pratique. Fait qu'avant cette journée-là, ils font une pratique de Our Day qui, dans le fond, ils invitent les civils ou les personnes qui habitent aux alentours à aller à faire la pratique. Fait que tu arrives, puis ils te demandent c'est quoi ton nom, blablabla, puis tu passes au, tu sais, si tu as une allergie, tu vas là, si tu n'as pas d'allergie, tu n'as pas là, etc. Mais à un moment donné, là, tu rentres vraiment dans le game. Ils disent cadet, genre en position, puis là, ils commencent à te crier après. Cadet, pourquoi que tes pouces sont à l'intérieur puis pas à l'extérieur? Cadet, pourquoi tes pieds sont plus larges que 45 degrés? Puis ils commencent là, c'est des deux, troisième année, quatrième année qui font ça, mais ils te rentrent dedans. Ils prennent, parce que c'est une pratique, mais ça, là, Mmh. tu sais, tu le sais, là, tu sais, je veux dire, dans ce temps-là, j'avais 26, j'ai 26 ans, là. Puis tu sais, tu quelqu'un de 19 ans là, qui te crie dessus, puis tu comme: «Hey, ça vient me chercher, là». Puis là, tu Hein, ris, puis hein. là, il te regarde, puis il dit: «Pourquoi tu ris?» Puis là, tu comme: «OK, je sais pas parce que c'est absurde». Puis ils continuent, puis là, à un moment donné, il faut que tu apprennes des choses par cœur, des phrases tu sais, qui est reliée à l'armée américaine, peu importe. Puis c'était en anglais, mais un anglais que tu sais, que j'avais de la misère à comprendre parce que je suis francophone, là. Mmh. Puis là, j'ai dit à m'emmener, puis il dit: «Tu le connais pas?» J'ai dit: «Ben non». Puis là, il s'est retourné vers l'autre cadet, puis il s'est mis à rire de moi. Et je Ah hey, ouais! mais j'étais comme: «Mais c'est une pratique, là, pourquoi qu'on rit?» Mais là, hey, là, tu as l'ego qui kick, là. Tu es comme: «OK, là, c'est pas vrai que tu as laissé 19 ans et non, non, non». Fait que là, tu reprends ça, tu reprends sur toi, puis tu le fais, mais là, tu es comme: «Hey», puis c'était une demi-journée quand même, là. Tu sais, il fallait vraiment que, en tout cas, fait que ça, tu te dis: «OK, ça doit être vraiment intense». Puis là, la journée en tant que telle arrive la semaine d'après. Puis là, tu vois vraiment, tu sais, les filles, faut que tu enlèves tous tes bijoux, les gars, ils te rasent la tête, comme j'ai dit, puis ils passent à travers tout le processus, mais pour vrai, là, si on parle, puis quand ils passent la porte, là, ils peuvent plus se retourner voir maman, papa, c'est terminé, là. Fait que là, tu vois vraiment la différence de mentalité, d'approche, de leadership ou pas de leadership. Ça dépend où est-ce que de quel côté du spectrum tu te situes. Puis, après ça, une semaine après, on avait fait un exercice de visualisation, en fait, avec le groupe et tout. Puis les jeunes, là, ils étaient brûlés, là, brûlés, Ah là. ouais, hein? Il devait s'endormir Ah pendant que oui, tu faisais l'exercice? vraiment, puis il faisait chaud, il y avait pas de climatisation. À un moment donné, il y a un cadet qui me regarde, il dit: «Ma'am», parce qu'ils peuvent pas vous t'appeler par ton nom, tu sais, fait que c'est comme: «Ma'am». Il dit: il dit: «On n'a pas pris notre douche depuis 2 jours».
Tu sais, c'était comme depuis qu'on est arrivé, on n'a pas pris de douche. Il dit: «On a dormi 4 heures». Tu sais, c'est comme puis là, tu te rends compte que c'est c'est ça. Puis le lendemain, ils sont là, puis ils marchent des milles et des milles, puis Comment c'est ces gens-là, ils passent à travers toutes ces embûches-là? Comme, tu sais, toi qui fais ton mmh, PhD justement en psychologie du sport, puis qui est intéressé par ça, moi, ce qui me fascine, c'est la persévérance à travers cette ouais, adversité-là, de un. Puis il y a le côté leadership auquel on va clairement mais revenir oui. parce que c'est un de mes dadas. Mais juste ce que tu viens de dire là, tu sais, comme, OK, pas de douche pendant 2 jours, quasiment pas dormi pendant 4 heures. Donc, tu sais, comment ces gens-là, ils passent à travers ça? C'est quoi qui les distingue au niveau psychologique? Tu sais, ils disent à West Point que c'est plus facile de les briser à 18 ans. Tu sais, je pense qu'il y a l'aspect aussi de l'âge, là. Tu sais, du sens que tu OK. sors de tu sais, puis comme tu as dit tantôt, l'armée, c'est vraiment, c'est quelque chose de très, patriotique aux États-Unis, là. Fait qu'il y a une Mhm. fierté parce que grand-papa était là, tu sais, papa était là et tout le monde en est là. Puis à 18 ans, dans un développement tu es encore dans ton développement identitaire, veux pas, c'est souvent sa première fois que tu pars de chez papa, de chez maman, c'est la seule chose que tu connais. Tu comprends? Fait que est-ce qu'il y a qu'est-ce qui distingue je sais pas si c'est psychologique, peut-être que oui, de voir la parce qu'il y a une vision, hein. Il y a une mission à West Point, puis en tant que cadet, tu contribues à cette mission-là. C'est vraiment très, très, très fort, puis très intégré chez les soldats, chez les cadets. Hem, puis quand c'est vraiment très bien tu sais, internalisé, c'est plus facile de continuer. Ils disent qu'il y a environ 400 cadets par année qui lâchent. Quand même. Ouais, ils en prennent 1 400 dans l'optique d'en graduer 1 000 par année. Fait qu'il y a un taux de cadets qui lâchent, puis ils sont corrects avec ça parce que c'est pas pour tout le monde, tu sais? C'est vraiment développer ton sentiment, comme tu as dit, de leadership, mais aussi de vouloir contribuer à une mission. Souvent aussi, il y a l'aspect monétaire, hein. Quand que tu vas à l'armée, ils payent pour tes études. Ça, c'est Mhm. quelque chose aussi qu'on pense pas beaucoup au Canada parce que le coût de scolarité est relativement bas. Aux États-Unis, c'est pas du tout pareil, tu sais? Fait qu'ils payent tes études. Tu reçois un tu as aussi de l'argent que tu reçois par mois aussi. Fait que tu as un Ouais, stipend. Mettons c Fait qu'il y a tout cet aspect-là que je pense que c'est plusieurs facteurs. Tu as été recruté, mettons, c'est un athlète qui a été recruté Division 1, puis tu joues, c'est la Ligue, des Patriotes, qui est quand même une ligue, tu sais, c'est pas la c'est Division 1, c'est pas la meilleure. C'est comme vraiment c'est une bonne ligue. ouais, Fait qu'il y a comme plein de facteurs, je pense, qui font qu'ils continuent. Puis peut-être un certain peut-être fierté aussi, là, tu sais, comme à un moment donné, on lisait, on avait collecté des données dans le cadre du centre où est-ce que j'étais. Puis une des choses que la fille, elle a dit, elle dit: «I'm a badass». Tu sais, je suis capable, j'ai tout fait ça, là. Elle dit: «Hey, tu sais, je suis capable de tirer, je suis capable de poser des bombes, je suis capable de m'orienter, je suis capable de jouer au basket, division 1, je suis capable de I'm a badass», tu sais? Fait que tu vois que mais ça, c'était une 4e année. Fait que tu ouais, vois ouais, que ouais. ça c'est l'habileté de voir à long terme, c'est l'habileté de croire en une mission, de contribuer à ton pays, mais sans pour autant faut pas négliger l'aspect financier aussi qui doit vraiment jouer un très grand rôle pour beaucoup des cadets. Puis, tu sais, l'aspect aussi que tu as 18 ans, là, tu sais, quand que tu as 30 ans, puis tu verrais quelqu'un crier comme ça après, tu aurais peut-être moins tendance à l'accepter que quand tu as Mhm. 18 ans puis tu connais rien d'autre, tu sais? Tu sais, quand tu me disais que tout était interrelié tout à Mmh. l'heure, là, puis qu'on en parlait, ben, c'est ce que j'entends dans ce que tu viens de me Mmh. dire. Où est-ce que touche à plein d'aspects, où est-ce que oui, OK, la fille, elle avait cette perception-là d'elle-même. Je suis pas mal sûr qu'elle avait pas cette Ouais, moi perception-là pas. d'elle-même quand elle rentrait à 18 ans, qu'après 4 ans, elle avait surmonté tout ça. Mais quand tu disais l'aura un peu qui va autour du climat, Mmh. puis à quel point les gens sont engagés dans le processus, ben, tu dis que c'est financier, c'est l'identité familiale, c'est ton identité personnelle, c'est comment ça va paraître auprès des Mmh. autres, c'est tes avenues de carrière et tout ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Euh, Puis quel genre d'activité, mettons, toi, de ton côté, tu faisais là-bas? C'est-tu comme l'accompagnement un à un? C'était plus des activités de groupe? Dans le fond, nous, qu'est-ce que West Point a vraiment de particulier, parce qu'évidemment, c'est l'armée, c'est qu'ils ont eu un centre de haute performance qu'ils appellent, qui est unique aux États-Unis, qui offre un soutien évidemment académique, mais aussi au niveau de la psychologie du sport, de la consultation en performance mentale. Puis ils ont, par exemple, de la réalité virtuelle.
que les cadets peuvent utiliser, des chaises alpha pour la relaxation, un board de stimulation, bref, pour ton attention, OK? Puis c'est vraiment pour aider les cadets au niveau de différentes tâches. Donc, par exemple, les cadets doivent c'est obligatoire que les cadets doivent sauter une tour de 6 mètres avec leur habit, dans l'eau. Si tu veux graduer, tu sais, c'est comme, il faut que tu le fasses. Mais il y a des cadets, puis, tu sais, l'habit pèse 40 livres dans l'eau, là, tu sais, premièrement, il y a l'aspect de sauter, puis après, il y a l'aspect de je veux pas me noyer. Fait qu'il y a des cadets qui il y a des cadets qui savent pas nager non plus. Tu sais, c'est pas une, c'est pas un préalable de savoir nager pour entrer, à West Point. Fait que des fois, il y a des peurs associées à ça. Fait qu'on utilise, par exemple, la réalité virtuelle pour aider les cadets, mettons, à se désensibiliser par rapport à, justement, des tâches qu'ils ont à faire comme ça. Fait que nous, qu'est-ce qu'on a on était 2 stagiaires, on se mettait en charge un peu de naviguer, justement, ce qu'ils appelaient ça le lab de kinesthétique, genre, où est-ce qu'il y avait tout ça, fait qu'on travaillait avec les cadets là, mais on a aussi, fait des activités de groupe aussi à travers avec les premières années, qu'on appelait les jours, team day, fait que les jours d'équipe, où qu'on faisait beaucoup de développement des activités de leadership, de cohésion d'équipe, d'apprendre à se connaître en tant que groupe. Tu sais, on faisait par exemple, on avait pris un groupe de première année à un moment donné où qu'on leur avait fait écrire, c'est quoi qu'ils trouvaient difficile sur un bout de papier de façon très anonyme. Genre, il suffisait juste écrire, par exemple, quelque chose que tu trouvais difficile dans ton séjour à West Point jusqu'à date. Ils le fermaient, ils l'ont mis, ils nous le remettaient, on mélangeait puis on les redistribuait de façon anonyme. Fait que tout le monde partageait puis on voyait, là, il y a des gens qui disaient, «Je m'ennuie de ma famille, j'ai peur de pas d'être assez bon pour contribuer à la mission. J'ai peur d'avoir fait une erreur. J'ai peur de jamais réussir tel test parce que j'ai jamais fait ça de ma vie puis je comprends pas. Tu sais, j'ai peur de pas il y en a qui dit: «J'ai peur de pas me réveiller demain matin à 4 heures». Tu sais, tout le monde pense mais c'est un peu ça parce que quelqu'un se réveille pas, il dit: «C'est parce que c'est fait sur l'équipe», tu sais? Fait Ouais. qu'il y avait comme des partages, puis après c'était de trouver des solutions, comment s'aider, comment mieux soutenir, puis aussi de normaliser un peu. Ça revient un peu que, tu Mmh. sais, tantôt tu disais: «Tout est interrelié», mais c'est toujours des kids, là. Ils ont 18 ans, ils ont encore des insécurités comme les quatrièmes années, là, tu sais? Fait qu'on a fait gros des espèces d'ateliers de c'est ça, de culture, de cohésion, de partage. On est allé aussi sur le terrain, quand tu es rendu en troisième année, si je ne me trompe pas, deuxième entre deuxième et troisième année, il faut que tu ailles sur faut que tu fasses le Water Confidence Training. Donc, c'est une évaluation de confiance en eau, si je devrais dire. Good Good enough, good enough. enough. Puis, il faut que tu passes dans le fond, il y a comme une poutre. C'est dans le fond, il y a comme 2 poutres qui sont suspendues, je pense que c'est 10-15 mètres dans 10 mètres peut-être? Dans les airs? En tout cas, bref, relativement haut, mais les poutres sont instables. Fait qu'il faut que les cadets marchent sur les 2 poutres. Puis sur la deuxième poutre, il y a comme des escaliers qui montent, 2 blocs qui descendent. Puis au bout, il faut que tu descendes sur une corde, il faut que tu fasses un chin-up, il faut que tu te laisses tomber, bref. Fait que, il y a ça, puis il y en a un autre que ça s'appelle Slide for Life, qui est un peu comme une tyrolienne, mais sans harnais. C'est comme 15 mètres de haut. Il faut que les cadets font. Puis il faut que tu passes les 2. Il faut juste que tu complètes les 2 si tu veux continuer, puis évidemment, obtenir ta graduer. Mais il y a des athlètes qui ont peur de l'eau, encore une fois. Fait que nous, on est allés sur le terrain pour observer, pour parler avec les athlètes. Des fois, sans avoir peur de l'eau, l'aspect de la corde, c'était dur pour certains cadets, tu sais. Au niveau de la force du haut du corps, il y en a certains qui lâchaient, puis il fallait tu sais, il faut que tu le tiennes, là. Tu es comme: «Permission pour lâcher». Tant que ton caporal dit pas permission, faut que tu le tiennes, là. Fait que des fois, il y a des gens qui avaient pas la force. Fait qu'on est allé Ouais. sur le terrain aussi, comme ça, par exemple, puis aller suivre, les cadets, interagir, ramener leur concentration. C'était nouveau pour moi parce que souvent on fait des ateliers d'une heure ou des rencontres individuelles d'une heure. Puis là, c'était vraiment non, short and sweet de 30 secondes, là. Tu sais, le cadet vient de tomber, puis c'est la troisième fois qu'il essaie, là, puis il est démoralisé, là. Comment tu peux l'aider d'une façon de traitement mentale? Fait que de ramener à quoi tu penses, qu'est-ce qui peut t'aider, qu'est-ce qui aide, puis de rediriger l'attention, c'est qu'est-ce qu'on faisait en fait sur le terrain, là. Est-ce que tu dirais justement que c'est l'aspect la plus importante quand que tu as des interventions brèves à faire, d'être capable de rediriger l'attention, selon Mmh. autant ton expérience à West Point que dans le reste? Parce que
de ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que c'est la clé parce que des fois, je trouve que ça parle au coach aussi en même temps, là, de dire hey, des fois, tu es dans Mmh. une game puis t'es sur le côté de la ligne de touche. Autant au soccer, au basketball que dans n'importe quel sport, tu n'as pas 40 minutes là, pour faire une intervention, là. Ben, c'est exactement ça. Puis souvent, on le dit en prépa mentale, hein, c'est correct, tu sais, mettons, tu as une mauvaise performance, là, c'est correct d'être déçu, mais après ta game. Hmm. Tu sais, quand tu es en pratique ou en match, c'est ça prend de l'énergie, puis ça enlève ta concentration sur qu'est-ce qui pourrait potentiellement influencer tu sais, ta prochaine passe ou ta prochaine tâche, tu sais. Fait que c'est comme de développer l'habileté de dire: «OK, j'ai manqué, j'ai une autre shot, qu'est-ce que je change?» Tout simplement. Fait que te rediriger sur qu'est-ce qui peut t'aider, tu sais. Ouais, puis développer l'habileté, mais en même temps, ce que tu racontais de ce qui s'est Mmh. passé autour du Water Confidence Training, justement, à Mmh. West Point, pour moi, ça dit que des fois, c'est normal quand même d'avoir besoin de la personne sur le sideline, slash la préparatrice mentale, slash, dans ce cas-là, je ne suis pas sûr que les sergents Ouais, ou là, c'est les peut-être plus hauts pas. gradés vont faire ce rôle-là de soutien en préparation mentale. Mais tu sais, c'est quand même normal que des fois, après 3 fois de vivre un échec, ben, que tu as besoin de quelqu'un justement qui va te ramener un peu sur le droit chemin. 100 tu sais, c'est un peu pour de sortir de ce cercle-là, là. Tu sais, parce que ce que tu penses influence comment tu te sens, puis comment tu vas te comporter, right? Et vice Mhm. versa. Fait que, tu sais, Mhm. si mettons ton doute commence à être là, mais ça se peut que tu sentes un peu plus poche, ça se peut que tu aies moins le goût, tu sais, ou que tu aies plus peur, ou tu sais? Fait que ça va influencer le tout. Fait que d'avoir la personne extérieure, comme tu mentionnes, de dire: «Hey, ça va aller, là». Tu comprends? Tu sais, c'est comme: «Il te reste encore 2 shots, tout va bien aller, tu t'es rendu là, qu'est-ce qu'on change?» Tu sais? Ça permet juste de sortir un peu dans ce comme d'arrêter un peu les doutes, tu sais? Il y a une technique, tu sais, en dialogue interne que ça s'appelle en français, je sais pas si la traduction va être exacte, là, mais comme l'arrêt de pensée, là. Tu sais, c'est comme quand tu identifies que OK. tu penses à quelque chose qui ne t'aide pas, ben, tu l'arrêtes, tu le remplaces par quelque chose d'autre, tu sais, ou tu amènes ton attention sur quelque chose d'autre. Ben, c'est vrai qu'un support externe, quand que tu es un peu dans justement tu sais, dans ton petit cercle vicieux, peut justement Ouais. arrêter ces pensées-là, amener ton attention sur quelque chose qui va t'aider, peu importe c'est quoi le résultat final, tu sais. Puis si à la fin tu l'as pas, on va te tu as le droit de vivre tes émotions, là, tu sais, une fois que c'est compris, puis on va le reprendre. Anyway, tu as pas le choix, tu comprends? Mais tu Mhm. sais, qu'est-ce qu'il faut c'est sûr qu'à West Point, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est évalué, hein, de A à Z. Fait que ton école, tes tests physiques et tout, puis ils te classent de 1, mettons si tu as une classe, mettons si tu es 1 200 là, je sais pas là. Tu es classé de 1 à 1 200 là. Puis pour faire ces classements-là, il tout est pris en compte. Ton nombre d'essais, ils ont un test à un moment donné, c'est le, IOCT, c'est un test d'obstacles en l'intérieur, puis il y a un temps, OK? Il y a des temps qu'il faut que tu fasses, mais si tu es le plus vite, ben, tu vas être ranké 1, puis si tu es tu sais, le plus lent, mais que tu as quand même passé, tant mieux pour toi, mais tu vas être 1 200. Puis ils le voient, là, tout le monde le voit, là. Fait que tu es en constante évaluation dans tes notes, dans tes trainings militaires, fait que ça aussi, que tout l'aspect de performance est partout, en fait. Fait que tu Ah, ça pique ma ouais. curiosité. OK, puis je vais te faire un gros détour parce que l'évaluation constante, OK, dans le milieu militaire, je serais curieux de savoir, tu sais, sont-ils évalués juste dans leurs résultats scolaires ou sont évalués vraiment dans leurs habitudes en salle de classe et ou dans leurs entraînements? Parce que une tendance quand même régulière dans le Mmh football mh. professionnel, autant canadien qu'américain, et ça, je sais de source sûre, c'est qu'on va évaluer les joueurs en pratique. Mmh. Puis ça, pour moi, j'en ai débattu Ouais. longuement, mais des fois, tu ne peux pas changer les mœurs d'un milieu. Il y a certaines personnes qui ont de l'ouverture à faire ça différemment, mais c'est quand même pas la majorité. Et ça, encore une fois, je suis pas mal convaincu de ce que je te dis. Je me dis, non, mais t'as un peu, là. Comme le terrain de Ouais. pratique, tes entraînements, c'est un laboratoire. Comme tu peux-tu essayer ta Ben nouvelle oui. technique, faire un nouveau positionnement, changer ta grip, quelque chose comme ça. Puis ça vient d'un point où est-ce qu'on veut faire une évaluation constante des gens pour s'assurer qu'on juge vraiment Ouais. bien ils sont où. Mais ça me semble assez intense du côté un peu de West Point. Je comprends quand même le Mmh mh. classement parce que en bout de ligne, ils veulent que tout le monde s'améliore. Puis je peux comprendre. Là, tu sais, des fois, de l'orgueil, tu sais, c'est correct d'en avoir, puis c'est correct de se Mmh mh. comparer jusqu'à un certain point parce que ça nous pousse à Mmh faire mh. mieux. Mais là, le danger, puis là, je te vois revenir en tant que plus préparatrice mentale, dire que
faut que ça reste sain. Mmh. Là, c'est quoi être sain? Ça, c'est un autre Ouais, débat. c'est ça. Mais ceci étant dit, commençons par celui-là de l'évaluation Ouais. constante. Tu te situes où là-dessus? Parce que autant ça, je suis comme, OK, mais OK, tu les évalues aux 2 mois, ça va. Tu les évalues à tous les jours, c'est un peu Ouais. intense. Puis je te renvoie l'exemple du football professionnel, des évaluations à tous les jours, pour toutes les séances d'entraînement. Je suis comme, c'est un peu intense. Puis selon moi, c'est même contre-productif. Puis ça, c'est Mmh. plus là que c'est problématique. Tu fais quelque chose en bout de ligne qui n'a aucun impact, bah, je pense même que ça peut être contre-productif. Tu sais, je pense que de ce que j'ai compris à West Point, c'est que l'objectif de faire ça, c'est qu'à la fin, c'est pour les placements. Fait que dans le fond, tu sais, c'est pas toi qui décides où est-ce que tu vas. Tu sais, à la fin de West Point, tu dois 5 ans à l'armée. C'est comme ça que ça marche. OK. Fait que dans le fond, c'est comme il m'avait mentionné que l'informatique, là, tout ce qui est informatique, c'est quelque chose de très contingenté. Fait qu'ils vont prendre les meilleurs. Fait qu'à la fin, dans le fond de ton 4 ans à West Point, tu veux identifier les domaines d'expertise que tu veux aller, puis ils vont te choisir selon ton classement. Ayant ceci étant dit, écoute, sont évalués sur leur note de classe et sont évalués sur leurs résultats, pas sur leur comportement. Fait que si, mettons, en classe, ils Hmm. finissent avec un 60, ça va rentrer. S'ils finissent avec un 80, ça va rentrer dans le domaine, dans le truc d'évaluation. Si, dans leur test à l'intérieur d'obstacles, comme je vous parlais tantôt, ils finissent en 2,50, en 2 minutes 50, puis il y en a d'autres qui finissent en 6,50, puis il y en a d'autres qui finissent en 8 qui pochent, qu'il faut qu'ils leur fassent, tout va être pris en considération dans l'évaluation. Tu sais, quand ils font, des sorties, c'est justement qu'ils font leur, tu sais, souvent ils font des, night watch là, des surveillances de Mhm. nuit, hem, leurs habiletés de leadership, tout ça est évalué. Hem, Qu'est-ce que j'en pense? Je trouve ça, personnellement, c'est pas quelque chose que j'incorporerais dans mon équipe. Je trouve que ça l'enlève, comme tu as vraiment bien dit, c'est un laboratoire. Je trouve que ça l'enlève la versatilité, vouloir essayer autre chose, surtout au niveau du sport. Hem, Dans un contexte militaire, je m'y connais pas assez pour dire ça serait quoi les conséquences si on l'enlèverait? Tu mettons des placements à la Ouais. fin, je m'y connais pas assez, ayant passé seulement 10 semaines là-bas, mais qu'est-ce que je peux dire, c'est que c'est pour ça que je trouve que le centre de haute performance était très, très, très important parce que c'est une question de perception. C'est d'apprendre à lâcher Hmm. prise. C'est quoi le pire qui arrive si tu es pas le premier là? Tu comprends? Tu sais, la réalité, c'est que la majorité des gens vont être au milieu, là, tu comprends? Puis si tu veux un peu plus que la moyenne, tu vas pas finir dernier, là. Tu comprends? Tu sais, la peur Ouais. de tout le monde, c'est de finir dans les derniers, mais si tu es un peu plus à tes affaires, que tu vas chercher de l'aide, il y a beaucoup de tutorat à West Point, c'est vraiment une très belle force que tu utilises tes ressources. La réalité, c'est que tu vas sûrement être dans le milieu, là. Tu comprends? Fait que c'est Ouais. encore une fois, ça revient un peu à, tu sais, tantôt quand je parlais, là, tu sais, quand tu lâches un peu ton résultat, là, concentre-toi donc Ouais. sur bien faire la chose. Concentre-toi donc sur oui, il y a des choses que ça ne te tente pas d'aller marcher 19 000 à 4 heures du matin. Ça, je peux le comprendre, tu sais? C'est C'est compréhensible. compréhensible, surtout avec ton backpack qui pèse, je sais pas, 40 livres, là, je le comprends. Ouais. Mais tu as décidé de faire ça, il y a des choses que tu aimes plus, appliquons-nous pour bien faire les choses. Puis encore une fois, le résultat va être tu sais, va arriver parce que c'est un produit secondaire de tous les efforts. Puis c'est là que je trouvais qu'il était important, qui était vraiment cool à West Point, dans ce centre-là, hein, parce que le centre de haute performance, c'est pas, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est des civils qui sont là, c'est pas l'armée. Fait que ça, je pense que c'est quand même Hmm. bien parce qu'ils voient une perception de personnes qui ont des doctorats ou des maîtrises. En fait, c'est pas vrai. Il y a 2 personnes qui est de l'armée, colonel Schnack qui était la responsable évidemment, puis il y avait une autre personne de l'armée, mais la majorité, c'est des civils. Fait que c'est le fun de voir une perception différente, de voir qu'il y a une vie aussi à Ouais. l'extérieur de l'armée. Puis c'est là que, dans un contexte militaire, tu as pas le choix, tu sais? Puis c'est drôle parce que je viens de faire un lien avec ce qu'on a Ouais, discuté plus tôt, tu sais. Où est-ce que, tu sais, quand je t'ai mentionné, comme, tu m'as dit, ah, j'étais pas partante, j'étais juste ouais, sixième. ben oui, Mais c'est un peu ben le même oui, débat que les militaires, où est-ce que tu es comme, ah, ben, tu sais, j'étais pas partant, j'étais pas dans le top 5. Ouais, mais quand même que tu ben oui, seras 632e de l'Académie à West Point, tu sais, comme. Puis le message que j'envoie ici, c'est pas qu'il faut pas non, viser non, haut. non, Il non, faut pas être des high achievers. Au contraire. Puis je pense que vraiment, on n'est clairement pas dans ce bateau-là. Mais en bout de ligne, mmh, jusqu'à quel point? Puis là, ça fait un lien avec, tu sais, Jean-Paul Richard, il nous parlait de logum. Logum, c'est comment est-ce que les Suédois, ils vont utiliser l'expression pour dire, c'est l'expression qui représente le mmh, IKEA, là. En bout de ligne, c'est comme, c'est bon le IKEA, mais c'est pas grandiose, tu sais. Ou c'est comme, fais ce que tu peux dans les moyens que tu as sans virer ouais, fou. Tu sais, fais du mieux que tu peux sans virer fou. Je pense que c'est comme ça que je devais OK, résumer. Mais un peu, c'est les civils qui amènent.
ce côté-là à West Point, ça va probablement être très important. Puis c'est là que moi, je me dis aussi, tu sais, dans un coaching staff, comme, puis dans un sport, puis au basketball, puis au football, puis au hockey, puis au tennis, les résultats sont importants. Mmh. Faites-moi pas à croire que c'est juste le processus. Puis comme je dis, tu sais, il y a des gens qui parlent beaucoup du processus, Mmh mh. trust the process. Puis ça était quasiment maladif à un Mmh. certain point où est-ce que c'était comme ah ben tu sais, on a perdu, mais trust the process. Ouais, mais à un moment donné, c'est parce que si tu parles tout le temps, ton Ouais, processus, c'est peut-être tout ouais, croche. Tu sais. oui. Mais puis mon point avec ça, c'est de dire que un peu comme l'armée, mais pas au même niveau, les résultats sont importants. On ne peut pas faire comme Non. s'il n'y avait pas de résultats. Mais c'est là que ce que je trouve intéressant que tu amènes, et là, mon lien, comment est-ce que il faut être capable de le voir Mmh. autrement. Et c'est ça le rôle que les civils jouaient. Et là, moi, je me demande, en tant que coach, ce que tu dis, ça me fait penser à faut penser à notre coaching staff, puis penser, c'est qui la personne qui va un peu tempérer Mmh. les choses, puis faire comme, hey, regarde, là, on a perdu une game, demain, le soleil va se lever quand même. Mais c'est la réaction. J'ai vraiment aimé, tu sais, sa réaction face à ton, à pas ton échec, là, mais ta mettons, tu perds une game, là. C'est vraiment Ouais, tu sais, puis tantôt, tu l'as vraiment bien dit, tu sais, trust the process, trust the process. Si tu es 0 en 20, là, à un moment donné, c'est comme ton process, il va plus tu vas plus y croire. Tu comprends ce que je veux dire? Ça ne viendra plus te chercher, ben puis oui. tu vas dire, ben, tu sais, tes attentes vont diminuer, ton niveau de discipline va diminuer, tu vas plus autant, te soucier de ça, tu sais? Mais à West Point, c'est ça qu'il disait, il dit: «Trust the process, mais apprends». Tu sais, c'est comme tu sais, on n'arrête pas si tu fais quelque chose de pas bien, c'est pas de juste: «OK, on l'oublie puis on le laisse là». Tu sais, on apprend en réfléchissant sur qu'est-ce qu'on a fait pour devenir meilleur. Puis c'est toujours ce processus-là de pas si tu fais quelque chose de si tu fais, mettons, tu perds une game, par exemple, pourquoi qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on fait différent Mmh. pour compléter notre mission puis notre objectif de cette année? De façon très objective, écoute, j'ai pas été dans tous les vestiaires de la Ben non. Division 1, c'est sûr que ça a pas écoute, on connaît des coachs, c'est correct, tu sais, je veux dire, c'est tel que Ouais. tel, mais l'objectif de dire, c'est de on se soucie d'avoir perdu, mais c'est le pourquoi qu'on a perdu, c'est qu'on se soucie encore plus. Tu sais, du sens que si on est capable de matcher ça, mais là, après, on va réussir à avoir des résultats, tu sais. Puis ça revient à ce que tu mentionnais tout à l'heure quand tu parlais du Water Confidence Training, puis les interventions brèves que tu faisais quand il y avait un échec, où est-ce que tu disais, OK, un peu, là, tu en as parlé par après, c'était comme, OK, arrêtons le cercle de Mmh. pensée, là, je vais Ouais, l'appeler comme ça. Puis après ça, la question que tu avais mentionnée, c'est, OK, qu'est-ce que tu changes? ouais. Qu'est-ce que tu vas changer à la prochaine essai que tu vas faire? Puis je pense que c'est un peu le même principe, mais à plus grande échelle, quand on parle des parties versus son père, ou on est pas rendu loin, OK, qu'est-ce que tu vas Mmh. changer la prochaine fois? Mais là, on parle du contexte d'équipe, de club, puis tu sais, tantôt tu as mentionné qu'ils visent à peu près d'avoir 1000 cadets qui Ouais. graduent par année. Ils s'attendent à un taux d'attrition de 400 sur 1400, qui est peut-être proche de 30. Citez-moi pas pour Ouais. les mathématiques, tout le monde sait que c'est pas mon fort. Mais ceci étant dit, moi, ça m'amène à dire, tu voulais parler de leadership, tu parlais de leadership tout à l'heure. Ben, au niveau leadership, à quel point est-ce que tu penses que c'est normal d'avoir de l'attrition dans un programme peut-être même Mmh. universitaire ou un programme sportif à ta première année? Parce que là, moi, ce que Ouais. je tu sais, il y a le militaire, puis tu as la société d'aujourd'hui, pas la même chose dans l'ensemble. Tu sais, d'être intense puis de mettre des exigences élevées, quitte à dire, hey, s'il y en a 10, 20, 30 dans la première année qui quittent, dépendamment de ton sport, dépendamment de ton contexte, sera ça, puis on va être Mmh. sûr de garder du monde qui fit avec notre programme. À quel point on devrait jouer cette carte-là? Parce que ça peut être une Pas pente vraiment. glissante. Mais dans un contexte militaire ou sportif? Sportif, plus Sportif? sportif. Parce que je sais que tu as Ouais. aussi, tu sais, je sais que puis ça, j'ai tu sais, je le sais que tu as fait affaire avec des sportifs de haut niveau aussi, puis moi, ça m'intéresse parce que à quel point on joue la Mmh. ligne dure jusqu'à un certain point. Moi, c'est tout le temps Je pense que l'équilibre que je recherche. en tant que coach, là, puis c'est souvent ça que je dis, tu sais, c'est sûr qu'on y va beaucoup plus dans l'approche centrée sur l'athlète maintenant. Tu sais, dans le coach, là, tu sais, c'est quelque Ouais. chose, il faut, tu sais, une communication ouverte, on établit nos attentes ensemble, et cetera. 100. Je suis 100 vendue là-dessus. Je pense cependant en tant que coach, surtout dans un sport d'équipe, il faut identifier, il faut que tu aies une vision. Il faut que tu établisses des standards. Et quand tu recrutes tes athlètes, il faut que tu gardes ça en tête, OK? Hem, du sens que ça se peut puis écoute, ça se peut que des fois, il y a un ou 2 athlètes qui sont plus ou moins, tu sais, mettons, qui suivent plus ou moins, mais ils vont suivre le groupe, tu sais? Fait que quand que tu recrutes tes athlètes, il faut vraiment que tu regardes, est-ce que l'athlète fit dans mon tu sais, dans mon contexte, tu sais, au niveau de son attitude?
au niveau de, tu sais, oui, son talent, mais son caractère. Tu sais, est-ce que ça va fitter avec le reste de mon groupe? Une fois que tu as les premières années, c'est toujours important ensemble, c'est toujours important de verbaliser c'est quoi les attentes, OK? Puis ces attentes-là, il faut vraiment mais encore une fois, là, je mets là, je garde, dans le contexte qu'on parle des semi-adultes, là, mettons de 17 et plus, là, Ouais, mettons, là, c'est sûr que ouais. secondaire, il faut vraiment tu sais, c'est autre chose, là, ça dépend aussi du niveau que tu joues et cetera, mais mettons qu'on garde cégep division 1, universitaire, par exemple, il faut il faut dire c'est quoi les attentes de ce programme-là, puis un peu exercer qu'est-ce qui va arriver si on respecte pas ces attentes-là. OK? Fait que Mmh. mettons, on a des attentes que, hem, je vais prendre par exemple la l'alcool, la consommation d'alcool, OK? Nous, on Ouais. boit pas, je sais pas, 48 heures avant nos games, pas avant les pratiques, puis, bref, c'est ça notre contexte, OK? Puis là, on Mmh. apprend que ça n'a pas été respecté. Moi, je trouve pas que coter tout de suite, c'est pas tu veux pas coter tout de suite. Il faut que ça soit c'est Mmh. un développement, là, tu sais, je veux dire, le gars, tu sais, l'enfant, il arrive du secondaire, là. Mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a Ouais. un premier avertissement, deuxième avertissement, troisième t'es out? Décidez, parlez-en, mais il faut qu'il y ait un certain processus d'apprentissage qui soit fait au niveau de l'attrition, selon moi, dans une équipe. Il faut que ça soit verbalisé à l'athlète. Puis souvent, j'ai vu des équipes qui faisaient signer ce contrat-là. Voici qu'est-ce qui arrive Mmh. quand c'est pas respecté. Premier avis, deuxième avis, troisième avis, c'est out. Pourquoi? Parce qu'on a un objectif. Parce que ça fait pas partie de nos valeurs, c'est notre culture. Puis c'est là encore, tu sais, tantôt tu parlais justement, puis c'est la deuxième fois que je le dis, là, mais si tu si tu perds tout le temps à un moment donné, là, tu y croiras plus, là. Mais Ouais. en établissant des balises comme ça, qui sont relativement fair pour tout le monde, qui sont communiquées, puis qu'on explique le pourquoi de ces balises-là, ben ça va au contraire, les athlètes vont dire: «OK, je suis dans quelque chose de sérieux, ils veulent mon bien-être, ben je veux leur donner tu sais, en retour». Fait que c'est un peu ce au niveau de l'attrition, moi, c'est de même que je le vois. Ouais. Puis ça va valoriser ton programme Énormément. aussi parce que je pense qu'au contraire, si tu as pas ça, tu vas Mmh, dévaloriser l'expérience de faire partie de ton programme. Puis ça, on le voit un peu avec le phénomène Deion Sanders aux mmh, États-Unis, que tu es au courant, mais un ancien joueur vedette de la NFL, qui était un des seuls joueurs à avoir claqué un coup de circuit puis marqué un touché dans la Ligue majeure de baseball et dans la NFL dans la même même, semaine, quand même un bon on va lui athlète. donner. Bref, il coach à Colorado en ce moment. Il se dit qu'il est old school, mais lui, il a mis les attentes très Mmh, élevées. Tu sais, puis justement, ça a fait que le programme a pris de l'engouement parce que c'est comme rendu mmh, «sérieux» entre guillemets. Mais moi, ce que je retiens surtout de ce que tu dis, c'est qu'il faut communiquer les attentes pour que les athlètes soient en oui, connaissance de cause si jamais ils ont acquitté, comme un peu les cadets le sont. Les cadets comprennent que si tu ne respectes pas ce qui est dit lors du hard day ou mmh, de la première journée, ben en bout de ligne, tu vas juste te faire expulser puis ça va se terminer direct là. Mais là, justement, en préparation de la mmh, discussion d'aujourd'hui, tu sais, il y a deux choses que tu avais indiqué comme étant intéressant justement par rapport à ton expérience là-bas. Un de tes apprentissages, le premier, la première chose, c'était chaque fois que tu peux communiquer, ouais. communique. C'était un des apprentissages que tu avais fait là-bas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À un moment donné, on était sur, Water Components Training, sur, le terrain d'entraînement de dans les eaux, là, bref, que je parlais tantôt. Ouais. Puis, c'était vraiment intéressant parce que dans le fond, tu sais, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que mettons quand tu un platoon, là, le platoon, c'est vraiment le petit groupe de personnes, puis il y a un leader du groupe de soldats, OK? Puis quand ils faisaient justement les tests sur l'entraînement, sur le terrain d'entraînement, c'est encore tout le monde était divisé en petits groupes qui étaient qui étaient leadés par un leader qui était une année plus élevé. Puis là, ils attendaient pour le Slide for Life, qui est la tyroline que je t'expliquais plus tôt. Puis tout le monde était là, parlait, peu importe, tu sais. Puis là, il y avait là, je me rappelle plus de son titre, là. Je sais pas si c'est un caporal ou un colonel, peu importe. Mais quelqu'un plus haut gradé qui était là pour faire l'évaluation. Puis il a demandé à la fille en tant que telle qui était leader, il a demandé de venir ici, puis il dit qu'est-ce que tu fais? Puis là, il dit ben, sir, tu sais, on attend notre tour, tu sais. Il dit comment tu peux utiliser ce moment à ton avantage? Puis là, il l'a regardé. Il dit rappelle-toi de ton training de leadership. Puis là, elle a pensé, puis elle a dit OK. C'est là qu'il a commencé à dire elle dit chaque moment de silence avant une épreuve ou une commande ou peu importe, c'est un moment pour communiquer, pour réitérer les instructions, pour apprendre à connaître les soldats qui sont sous ta ceinture. Puis
pour s'assurer qu'il y ait pas de manque de compréhension de leur part. La réalité, c'est qu'il y a toujours un manque de compréhension et des clarifications, c'est tout le temps, sont tout le temps les bienvenus. On parle d'un exercice tu sais, de Water Confidence Training, le Sight for Life, mais là, après, Ouais, il dit quand tu vas aller sur le terrain en situation de guerre, tu as un moment de silence, puis qu'il y a une tu vas commencer à faire peu importe, tu vas avoir, pas une tâche à faire, mais une commande à faire, puis il faut que tu lises ton platoon, il faut que tu t'assures mmh, que tu prennes le temps de leur communiquer puis que ça soit clair parce qu'une erreur, tu sais, ça peut ça peut coûter ta vie, tu sais. Fait que ouais, ouais. puis elle écoutait là, tu sais, puis elle le prenait, puis je trouvais encore une fois, on est en considération, tu sais, on est dans un contexte de militaire. Pourquoi qu'on en demande, pourquoi qu'on évalue, c'est qu'après ces athlètes-là, ces cadets-là vont être déployés, tu sais, ça se peut. Oui, puis il y a Ben oui, l'enjeu est là, très élevé. C'est un ben enjeu de vie ou oui, de mort pour une et plusieurs personnes. La tienne en premier, mais après ça, tout le monde dans ton ben oui, peloton, ton leadership ben est c'est très important. exactement ça. Puis tu sais, je trouve ça intéressant parce que ça me fait penser à 2 choses. La première, c'est il y a un préparateur mental avec lequel je discutais, qui a quand même un bon rayonnement, qui disait: «Tu sais, moi, le 5 minutes avant les rencontres, je fais exprès de sortir de la Mmh. salle de rencontre pour aller m'asseoir, faire le vide, puis après je rentre». Mais c'est utiliser le moment de silence, justement pour te préparer pour ton épreuve. Ou c'est comme des fois, là, c'est de façon plus anecdotique, mais je pense quand même intéressant, des fois, si on se dit: moi, en tant que professionnel, que je sois un coach, que je sois un athlète, que je sois un préparateur mental, un chargé de cours, un conseiller aux entraîneurs, peu importe, un chercheur, OK, je m'en vais à un rendez-vous, je suis en salle d'attente. Est-ce que j'ai un livre de préparé? Est-ce que j'ai quelque chose pour utiliser ce moment de Mmh. silence-là? Pas dans le sens qu'on devrait être productiviste puis dire qu'on va maximiser chacune des secondes de Non, notre vie, honnêtement. mais dans le sens que d'être intentionnel et Mmh mh. délibéré par rapport. OK, tu t'en vas chez la coiffeuse ou le coiffeur, tu as 5 minutes à attendre parce qu'elle est en retard. Ben, est-ce que tu t'en sers pour faire le vide? Tu t'en sers pour te distraire délibérément ou tu t'en sers pour lire? Puis ça, je pense que autant au niveau de se préparer en tant que top performer, donc l'aspect plus qui vient de préparateur mental, sage de l'exemple que tu donnes, et deux, en attente, mais trois aussi avec un groupe, où est-ce que il faut utiliser ça. Mais en même temps, là, ça me renvoie un peu à Mmh. ton sport, Phil Jackson, qui des fois, tu sais, était reconnu pour caler des temps d'arrêt. Je le dis On va dire en on va le français? dire comme Ben ça oui. pour un petit placement de produit, pour justement faire overcoacher l'autre coach. Mais est-ce que des fois, justement, on n'est pas dans un moment de silence, puis on devrait garder et Mmh. conserver ce moment de silence-là parce que ça permet à tout le monde de devenir un peu plus zen et de ne pas être surchargé? Parce que c'est là un peu mon enjeu au niveau du leadership, Mmh mh. sur le sideline, slash en plein milieu d'action. Des fois, la meilleure affaire, c'est de ne pas parler et de ne pas surcharger les gens en avant de nous. 100. Je pense qu'il faut savoir le contexte dans lequel que tu te trouves. Tu sais, mettons au niveau, l'exemple que je vous ai donné, c'était vraiment, il y a une tâche à faire, il y a des inquiétudes. Est-ce que tout le monde est correct? Est-ce que tout le monde comprend qu'est-ce qu'il faut faire? Hem, les moments de silence, il faut connaître ton équipe, 100. Des fois, tu sais, il y a un truc comme tu disais, comme overcoaching, des fois, c'est quelque chose qui arrive. Hem, il faut que tu apprennes ton équipe. Moi, personnellement, dans un contexte militaire, quand il y a une tâche, de ce qu'on a appris, ils utilisaient beaucoup les moments pour réitérer les instructions. Parce que Mmh. justement, à cause de l'aspect, si on est sur le terrain, puis il y a une bombe, tu sais, il faut qu'on sache quoi faire, tu sais. Ouais. Fait que les, hem, les conséquences sont très différentes comparément au niveau du sportif. Au niveau sportif, ça dépend du contexte, ça dépend de l'équipe que tu as, ça dépend, puis c'est quelque chose qu'on peut demander en tant que leader aussi, tu sais, de s'adapter à son équipe puis de dire, mettons là, tu as une équipe avant puis tu es dans ça, tu sais, mettons je pense au basket là, tu sais, tu fais ton échauffement, tu reviens, tu attends que le coach. Est-ce que vous préférez qu'on réitère les objectifs ou qu'on ait un moment de silence? Un peu des 2, d'apprendre à naviguer ça un peu, c'est important aussi là. Intéressant, vois-tu? Tu donnes de Mmh l'autonomie mh. à tes athlètes. Puis deux, ça me fait réaliser à quel point je pense qu'on sous-valorise le fait de réitérer les objectifs. Fait que, tu sais, si tu rentres sur le terrain, tu as un temps d'arrêt justement dans une partie de basketball, parmi les 8 temps d'arrêt que vous Mmh. avez en fin de quatrième quart, je rigole. Euh, mais tu sais, d'arriver et de prendre la peine de dire, OK, voici le inbound Mmh. play qu'on a prévu. Voici telle affaire. OK, c'est quoi ta responsabilité là-dessus? C'est quoi ta responsabilité? Même si Parfait. c'est juste, c'est machinal au point que les gens le savent,
ça peut valoir la peine, puis ça Mhm. peut faire la différence. On n'a pas besoin nécessairement de motiver les gens quand on va rentrer dans une pause comme ça ou Mhm. dans un moment de silence. Des fois, de juste réviser l'objectif, réviser l'intention, on canalise Mais l'attention c'est des gens. exactement ça. Puis surtout d'un niveau, mettons, à travers, encore une fois, un de nos 8 temps d'arrêt en fin de match, souvent, le niveau de stress il est élevé. Tu sais, puis tu as un niveau Ouais, d'activation, hein. Fait que ton niveau d'activation, faut que tu le saches. Et si tu sens que ton niveau d'activation, les gens sont, tu sais, ils sont down, ils veulent pas, OK, là, tu peux, tu sais, les motiver, ça peut être un bon moment. Mais souvent, si tu es tête, mettons, puis c'est 80-80, en les motivant encore plus, tu peux, au contraire, surcharger le niveau d'activation puis générer encore plus de stress chez les athlètes. Tandis que ramener, identifier des choses vraiment simples, comme tu as mentionné, c'est quoi ta job? C'est quoi ta job? Tu ramènes un peu à ce qu'on disait tantôt. C'est quoi qui est facile, qu'on connaît, c'est simple. Jouer au basket, jouer à un mhm, sport, là, c'est vraiment simple, là. Tu sais, mettons, tu penses à ça, un basket, là, faut que tu fasses de la défensive, puis là, faut que tu mettes la balle dans, tu sais, tu mets la balle dans un panier au hockey, faut que tu mettes une puck dans un net. Football, ouais, une passe, faut que tu cours pour passer une ligne. Tu sais, nous, on le décortique pour aller chercher des stratégies. Mais une fois, ouais, surtout quand tu es rendu, tu sais, universitaire, professionnel, là, tu connais les jeux, là, tu les as fait amplement, puis amplement de fois. Puis oui, on ouais, cherche toujours un peu à savoir qu'est-ce qui va, mais souvent, là, c'est d'aller dans ces moments-là le plus simple possible. Fait qu'en ramenant l'attention des athlètes justement sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, tu ramènes sur question du contrôle. Qui est, tu sais, la perte de contrôle est une source de stress, fait que tu amènes une diminution de source de stress chez tes athlètes, l'influence potentielle. Tu sais où est-ce que tu t'en vas, diminution d'imprévisibilité, tu te sens en confiance, pas quelque chose nécessairement nouveau parce que vous l'avez tellement fait. De ce sens-là, tu viens de cibler les 4 sources de stress. C'est fait que tu vas aider davantage à tempérer et comme tu as mentionné, ton niveau de concentration ramène sur quelque chose de là. Pas de distraction, on se concentre ouais, là-dessus. ouais, Tu sais? Des fois, il y a des coachs que, puis ça, je suis sûre que tu as déjà entendu parler de ça, de performance mentale, c'est quoi nos mots-clés? Tu sais? mhm. Des fois, juste utiliser tes mots-clés parce qu'on sait c'est quoi la signification derrière nos mots-clés, mais là, ça peut avoir le même effet, là. Ouais, 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 tout à fait. Puis là, permets-moi de t'amener un peu dans une autre direction parce que je veux qu'on en profite. Bon, tu es en cours de Mmh. doctorat, tu viens de justement rédiger ton Ouais. examen de synthèse. Puis si je me rappelle bien, puis Mmh. corrige-moi si c'est pas le cas, dans tout ça, tu as eu à réviser la stratégie nationale en Ouais. psychologie du sport dans ton examen de synthèse. Puis comme je sais qu'il y a des gens, un peu partout au Canada, deux, un peu partout en Amérique du Nord, trois, en Europe, qui écoutent ça, c'est une stratégie nationale canadienne, bien entendu, en psychologie du sport. Puis tu as eu la chance de réviser ça dans ton examen de synthèse. Puis je serais curieux de savoir un peu comment ça s'est passé. Puis qu'est-ce qui ressort un peu de ce que tu as écrit puis de ce que tu as constaté par rapport à la stratégie nationale? Parce que euh, en tant que Canadien, on assume que la psychologie sportive prend Mmh. autant de place dans tous les pays dans le monde, même des pays développés slash avancés dans le sport. Je vous confirme, à moins que tu me dises le contraire, c'est pas le cas. Puis on a une approche quand même particulière, tu sais, par rapport à ça, où est-ce que, bon, l'approche quand même différente, un peu plus, je parlais de ça avec un entraîneur qui s'en va, entraîner en Hollande, là, Mmh. de façon régulière. Puis, tu sais, il disait que comme on est un peu plus avancé aussi même dans le safe Ben oui. sport, puis toutes ces choses-là que va l'être que dans d'autres pays, tu sais? Fait que bref, qu'est-ce qui ressort un peu de l'examen que tu as fait justement de la stratégie nationale en psychologie du sport? Mais dans le fond, la stratégie nationale, c'est pas en psychologie du sport, c'est vraiment spécifique à la santé mentale. C'est des athlètes Ah OK. de haute performance dans un contexte canadien. Fait qu'on se parle beaucoup de, c'est une stratégie qui a été réalisée parce qu'on sait très bien la santé mentale, c'est, un sujet d'actualité. Dans les dernières années, différents témoignages de nombreux athlètes courageux qui en ont parlé. On l'a vu avec la COVID, les bouleversements de la COVID. Les données empiriques nous montrent que oui, le sport, c'est bien, l'activité physique, c'est bien, mais on peut quand même développer des symptômes de troubles de santé mentale, puis qui peut-être, il nous manque de direction. C'est comment qu'on peut mieux les soutenir? T'sais, on a des données, on sait que ça arrive, mais on n'avait comme pas de documents pour nous donner une direction claire et éclairée. Claire et éclairée, c'est pas pire, hein, mais claire et développée, On pas se pire, comprend. sur où est-ce qu'on peut faire à travers les organisations. Fait que qu'est-ce que j'aime beaucoup de cette stratégie-là, c'est que c'est un groupe d'experts, chercheurs sur le terrain, psychologues, consultants en performance mentale, conseillers et tout, qui se sont mis ensemble pour développer une stratégie avec des priorités, des recommandations pour dire un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux soutenir la santé mentale en ayant comme dans le but de dire, bref, que les athlètes qui ont une meilleure santé mentale, ils ont plus de chances de performer de façon constante.
de rester plus longtemps dans leur sport, puis de rester impliqués dans leur sport après leur retraite. Puis l'objectif de ça, c'est d'outiller non seulement les athlètes, mais aussi les entraîneurs, puis les dirigeants sportifs pour créer en fait un environnement sur l'athlète leur permettant d'atteindre ça. Fait que c'est une liste de recommandations, qui est très, très élaborée. Puis ça peut être un point fort ou on peut voir une limitation de cette stratégie-là parce qu'ils ont vraiment pris, premièrement, le contexte canadien, fait qu'ils élaborent très bien, ils démontrent très bien c'est où que les consultants, par exemple, en performance mentale peuvent agir, les conseillers, les psychologues, les psychiatres, les médecins, à quel niveau. C'est très bien illustré, mais c'est très les 6 priorités, je pense, un document avec, je pense que juste le sans référence et annexe et tout, je pense que c'est quand même 20 pages, de recommandations, de propositions et cetera. Fait que ça demande aux organisations peux pas tout faire. C'est très bien dit dans le document. C'est Mmh. comme voici, ça c'est comme le monde idéal, mais où est-ce il faut identifier vos priorités en tant qu'organisation. Puis une fois, mettons, si ta priorité, c'est d'augmenter, diminuer le stigma par rapport à la santé mentale, ben voici nos recommandations, comment tu peux y arriver. Fait que Mmh. c'est pas une liste de choses. En premier on fait ça, deuxième tu fais ça, troisième tu fais ça. Ce serait beaucoup plus de tu sais, ça serait trop simplé en fait parce que un thème qui est beaucoup plus, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, c'est un gros document que j'encourage les gens à lire si jamais pour développer un environnement qui est sain et propice à la santé mentale des athlètes, mais de prendre le temps d'identifier les priorités que vous voulez mettre dans votre organisation sportive ou dans votre équipe sportive. Parce que des fois, ça fait peur, moi, je pense. Là. Tu sais, tu lis tout ça, puis tu es comme, oh mon Dieu, il faut tout que je fasse ça. C'est pas ça qu'il dit. Identifier qu'est-ce que vous Ouais. voulez faire, quelles priorités vous voulez cibler en premier. Lisez la priorité, ça va vous donner des recommandations qui sont empiriquement soutenues à travers des études qui sont de l'heure, très bien faites. C'est un travail scientifique vraiment rigoureux, là, 100%, mais de prendre le temps d'identifier la priorité qui vous concerne le plus pour justement faciliter un environnement sain et évidemment sécuritaire pour les athlètes. Puis c'est un thème récurrent, je pense, de plusieurs praticiens, là, autant coach, conseiller, peu importe, face à la recherche en ce moment, c'est que la recherche, des fois, même si c'est empirique, là, tout Mmh. ça, ce que tu viens de dire, c'est que ça va juste Ouais. ajouter, puis ajouter, puis ajouter des tâches à ton assiette, tu sais, puis dans ce que tu as déjà à faire, puis ça devient un peu Ouais. lourd, puis ça fait peur, justement, de ce côté-là. Euh, Puis, dans le fond, une chose qui m'intrigue aussi par rapport à ça, c'est, selon ce que tu connais, comme, est-ce qu'il y a des angles morts, à ton avis, sur cette stratégie-là? Je pense personnellement, mais c'est sûr qu'il est premièrement, il est spécifique au contexte canadien. Fait que, tu sais, mettons, pour les gens qui nous écoutent dans d'autres, qui écoutent le podcast dans d'autres pays, c'est à prendre en considération, là. Ça veut pas dire qu'il y a Ouais. tu sais, les mêmes conseillers et cetera qui est disponible. Deuxièmement, c'est que c'est vraiment ciblé pour une population qui est olympique paralympique. Fait qu'encore, c'est encore une fois, c'est des athlètes aussi qui ont accès à beaucoup plus de ressources au niveau santé mentale, par rapport, mettons, aux athlètes mettons, on va parler au Québec, là, en développement ou espoir. Donc ça prend pas nécessairement non plus la considération de l'école, par exemple. Tu sais, la balance, tu sais, on sait que pour les étudiants athlètes, par exemple, l'école, le facteur de stress, évidemment, gestion école, sport est demandant. C'est pas quelque chose qui est nécessairement mentionné dans la stratégie. Ça prend pas en considération, si on parle des athlètes en développement certains doivent déménager ou, tu sais, aller en pension. Si on parle de juniors majeurs aussi, par exemple, qui s'en vont en pension, Ouais. tu es dans encore une fois un nouvel environnement. Hem, Cet aspect encore de développement identitaire n'est pas nécessairement inclus dans la stratégie, mais en même temps, c'était pas l'objectif. L'objectif était vraiment de Mmh. cibler paralympique, olympique. Est-ce que c'est une limitation selon l'objectif? Probablement pas, mais je pense que c'est quelque chose qui est important à souligner parce que pour les entraîneurs, dirigeants, athlètes, qui est une très grande majorité, en fait, là, qui ne se trouve pas nécessairement au niveau olympique, paralympique, à prendre en considération, mais c'est il y a des recommandations qui sont aussi applicables, là, comme par exemple, éduquer les entraîneurs par rapport à la santé mentale. Tu sais, je pense que ça, peu importe que tu sois olympique ou que tu es en train du U12, c'est une formation qui doit être disponible, tu sais, pour être capable de reconnaître, mieux Ouais. soutenir ses athlètes. Je sais que les entraîneurs, il y en a peut-être qui vont écouter et dire: «Ouais, j'en ai déjà beaucoup à faire». Je comprends, je comprends. Tu sais, entraîneur, il y en a tellement à faire, puis je le comprends, mais c'est juste que de ne pas le savoir, ça crée une insécurité. Tu sais, on ne sait pas comment approcher quand ça arrive, tandis qu'avoir les connaissances, ça donne un Mmh. sentiment de confiance. C'est comme, ben, si ça arrive, je sais comment l'aborder. Merci, bonsoir, tu sais. Mais c'est pas une formation qui est je mets un exemple, là, mais c'est pas une formation qui est disponible à Ouais. tous encore, là.
Mais c'est là que c'est intéressant quand même ta perspective parce que je sais que tu as joué, tu as Mmh. coaché, tu as été dans un contexte militaire, tu fais de la recherche aussi. Fait que quand tu mets tout ça ensemble, c'est quand même une triangulation de différentes lunettes que tu mets ensemble qui amène à quelque chose d'intéressant. Là-dessus, ça fait déjà un petit bout qu'on se OK. parle. Ça a passé Ouais. drôlement rapidement. Et là, ça m'amène aux questions éclairs, même si la moitié des questions que j'ai préparées, j'ai pas eu le temps de les Oui. poser encore. Ça sera pour une deuxième Bon. ronde potentiellement. Puis dans les questions éclairs, ben, ça permet un peu déjà de s'aiguiller puis apprendre un peu à connaître justement là, la personne qui ont écouté pendant Mmh. les dernières minutes. Ma première question, ça serait quel livre est-ce que tu as lu puis que tu recommanderais le plus en ce moment aux gens? Pour vrai, je ça va sûrement pas être une surprise, là, mais le livre, Legacy des All Blacks, je sais pas OK. si tu l'as déjà lu, là, mais Mhm, mhm. moi, je trouve ben, écoute, c'est sûr qu'il faut mettre en contexte que je suis une fille de sport d'équipe, là. J'adore tout ce qui est OK. culture, leadership, tu sais, on en a parlé un peu, West Point. Les All Blacks, évidemment, c'est une équipe de rugby en Nouvelle-Zélande qui est une c'est pas l'équipe là qui a le taux de réussite le plus élevé, mais la culture, les valeurs derrière cette équipe, hem, c'est vraiment profond. Puis le livre Legacy, en parle de façon très élaborée, très bien écrit. C'est un peu aussi un c'est des ça, puis moi, je tu sais, c'est sûr que tu fais de l'introspection. Fait que c'est ça que j'aime aussi. Puis c'est quelque chose qui peut être applicable Hmm. aussi tu sais, dans différentes sphères, non seulement dans un contexte d'équipe sportive, mais aussi dans un contexte de compagnie, mettons. C'est tout ce qui est équipe, peu Mhm. importe, c'est quelque chose qui peut être très bien incorporé. Puis, tu sais, il a identifié comme 15 espèces de composantes valeurs, mais tu sais, ça va au niveau, tu sais, du sacrifice ou de shame and empathy, qui est, l'embarras et l'empathie. Fait que ça touche vraiment des beaux sujets de conversation. Donc, je le recommande vraiment beaucoup. Puis pour les coachs, le livre de Phil Jackson, tu en as parlé tantôt, Eleven Rings, là, ah ça, c'est un Ouais. incontournable. Ça se lit, là. Phil Jackson, c'est Ah, un ça se lit. incontournable. Comment est-ce qu'il était avant-gardiste avant son temps? Puis au-delà de ce qu'on entend parler dans The Ouais, Last ouais, Dance, là, comme c'est un incontournable, tu sais. Juste l'idée de prendre un temps d'arrêt pour forcer l'autre coach en face de toi ouais, à overcoacher. Tu sais, c'est comme, c'est c'est quand, tu sais, quand t'es rendu au deuxième niveau de pensée, là, ça, vraiment. c'est Puis la fascinant façon dont pour c'est moi. écrit, là, ça se lit toute seule, vraiment toute seule. Fait que ça serait mes Mhm. 2 recommandations, certainement. Fait que Super. Bon, on va mettre ça en note dans dans la description de ouais. l'épisode. Dernière question, avant le mot de la fin. Si tu peux mettre une citation sur un Jumbotron, on va dire dans un Ouais. aréna de basketball, dans ton cas, euh, ça serait quoi la citation et qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent de cette Il y citation-là? en avait il y en a beaucoup, là. Tu sais, je pense que les citations, tu sais, tantôt on parlait, là, tu sais, la manière que tu penses, ça influence comment tu te sens, comment tu te comportes. Fait que, tu sais, Ouais. mais je pense que moi, il y en a une que j'aime grandement, c'est, de JJ Redick. Il dit: OK. when you don't give your full effort, you'll never know how good you could be." Fait que ce qui veut dire en français, Hmm. si tu donnes pas ton effort à 100%, réellement, tu sais jamais où est-ce que tu pourrais finir. Puis qu'est-ce que j'aime vraiment de cette situation-là, c'est qu'encore une fois, puis ça revient du début du podcast, là, c'est pas seulement le résultat. Tu sais, le plus que tu donnes, tu peux finir à des places que tu penses peut-être que tu n'aurais pas été capable, tu sais. Fait que quand tu embarques dans quelque chose, fais-le à 100%. Fais-le à 100%, fais-le avec tout ton, tu sais, ton cœur. Tu sais, faut pas que ça soit, je veux pas être cheesy, là, mais il faut vraiment que tu sois passionné, là. Aime ce que tu fais, puis Ouais. engage-toi là-dedans, là, tu sais. Puis des fois, tu sais, tu t'excuses d'être cheesy, mais ça revient, je trouve, à la gestion de l'attention que tu Mmh. parlais tout à l'heure, à cette citation-là, à plein de petites affaires qu'on a parlé à gauche et à droite, c'est que des fois, on aime ça glorifier les petits détails, mais des fois, les choses simples qui sont des Mmh. vérités juste simples, d'avoir une vision claire, de dire, euh, genre, tu parlais des visions puis des attentes tout à l'heure, ce qu'on vient tout juste de parler là, mais de juste faire ça, en bout de ligne, si tu gères l'attention, tu as une vision claire, ben, c'est déjà tu pars déjà en avance sur bien des programmes sportifs, puis tu fais bien les choses. Puis des fois, c'est qu'on glorifie puis on glorifie les petites choses, mais on oublie les bons vieux principes de base qui sont cruciaux dans un succès Ben, sportif. je suis vraiment, vraiment d'accord avec ça. Puis je pense que c'est le puis je pense qu'on est un peu, tu sais, avec les réseaux sociaux et tout, là, tu sais, on glorifie, puis, tu sais, on est dans cette ère-là, tu sais, maintenant, puis c'est correct, pas correct, je veux dire, c'est un autre débat, là, mais la raison, c'est les pourquoi que tu le fais. Tu sais, puis si ce pourquoi-là Mmh. t'interpelle, tu sais, c'est de la motivation intrinsèque, là.
si ces pourquoi-là t'interpellent, que tu aimes ça, que tu aimes ton entourage, que tu aimes tes coachs, que tu trouves que ton coach se soucie de ta santé mentale, que tu es dans une organisation qui te soutient, puis que tu crois où est-ce que tu veux t'en aller parce que vous avez des coéquipiers et coéquipières qui sont investis vers le but commun, c'est beaucoup plus facile à faire, tu sais, à dire qu'à faire, mais c'est des éléments Ouais, clés vers une réussite. La réalité, c'est que tu peux performer même si tu as pas une bonne santé mentale, que tu es dans une équipe qui a pas une très bonne culture. On l'a déjà vu dans le passé. Tu sais, c'est pas une cause à effet, là. Tu sais, il y a des athlètes qui ont vraiment performé dans le ouais, passé puis ils ont vécu de l'abus. On l'a très bien vu avec, la NSR, par exemple. ouais. Mais tu sais, c'est où est-ce qu'il faut revenir? C'est est-ce que ça vaut la peine? Puis il y a personne, je sais Mmh. pas, qui veut vivre de l'abus pour performer, ça fait pas de sens, là. Tu sais? Ben, c'est ça. Puis c'est la Mais durabilité aussi. Est-ce que c'est soutenable, tu sais? Fait que tout ça, bien entendu, pas à l'échelle de la Nassau, on ben parle à oui, l'échelle beaucoup moindre, certainement, on là. parle de plus de violence verbale et des choses comme ça. Euh, Mais Lara, merci de merci m'avoir beaucoup de ton invité, temps. Frank. Merci beaucoup de ton insight interrelié à travers tous les domaines du coaching et du sport. Avant qu'on termine, je te laisse peut-être le mot de la fin. Ouais, certainement. Tu sais, je pense que quelque chose que j'ai vraiment appris à travers, tu sais, mes études, tu sais, je continue, c'est que je veux, tu sais, je pense que c'est pour ça que je suis dans le bon domaine, là, c'est que puis je te l'avais dit, j'aime apprendre, j'aime continuer à apprendre. Puis l'autre fois, je pensais à ça, puis j'étais comme ça peut tellement être applicable, tu sais, en tant qu'athlète aussi, là. Tu sais, mettons, tu Mhm. continues en tant qu'athlète, oui, tu arrives, mettons, tu as été recruté en Division 1 ou dans une université ou tu t'en vas dans les drafts, vraiment cool, mais c'est pas, tu sais, il y a pas un end point. Tu comprends? Tu sais, il y a pas, c'est de Mm. continuer à croire ça, puis qu'est-ce que j'avais trouvé, puis je vais peut-être finir sur cette note-là, puis tu sais, quand j'étais à West Point, on avait comme collecté des données par rapport à des athlètes qui avaient justement fait un programme de performance en consultation en performance mentale. Puis qu'est-ce qu'il avait appris? À la fin, il dit: «C'était quoi, mettons, ton takeaway? Tu sais, c'est quoi que vous retenez?» Puis elle dit: «Ben maintenant», elle dit: «Je veux juste être meilleure». Pas être meilleure, tu sais, au niveau des résultats, mais si je suis une meilleure personne, ça veut dire que je suis un meilleur frère, je suis une meilleure sœur, je suis un meilleur partner, je suis un meilleur leader, je suis un meilleur cadet. Puis en étant meilleure, je peux influencer les gens autour de moi de façon positive puis les aider à devenir meilleurs. Ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment interpellée. Puis c'est quelque chose que j'ai réalisé, mais c'est pour ça que je fais ce que j'aime, tu sais, continuer à apprendre. Mm. Puis je pense que ça, c'est un peu un aspect qui peut être incorporé dans n'importe quelle vie, tu sais. Puis encore une fois, c'est pas nécessairement le résultat. C'est de vouloir être meilleur pour aider les autres, pour après, évidemment. Les résultats, ils vont venir. Ils vont venir. Mais si c'est pas le fun, puis c'est pas intrinsèque, ça va être beaucoup plus ardu. Mon humble Bien. perception. Hey, je vais rien rajouter à ça. Pour vrai, merci d'avoir partagé, cette dernière partie-là, juste ça, ça vaut de l'or. Tout le reste de tes réalisations à travers ton parcours. Merci beaucoup, Lara. Et puis, on va, si vous voulez rejoindre Lara, Oui. discuter avec elle, euh, tenir une conférence en psychologie sportive, ben, vous pouvez l'inviter. On va mettre ses coordonnées dans la description de l'épisode. Et là-dessus, tout le monde, je vous dis merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, bien, la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien, visitez le drcoachfrank.com dans la section Contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi dans l'aventure Temps d'arrêt.